séance. Donc je vais faire l'appel. Donc, présent Dominique Saldo, élu, Marie-Lise, Michel, Catherine, Christophe, Simone, Dominique Toulon donne procuration à Christophe Azema, Gérard Fidi n'a pas répondu, Annick, présente. Pascal Herbelin a donné procuration à Dominique Saldo, Jacques Defray, présent. Valérie, Oui. Charles, Présent. Paul, Présent. Barbara, Présent. Éric Dary a donné procuration à Jean-François Verrier, Présent. Aurélie, Présente. donc Émilie est absente, Audrey, Présente. Emmanuel a donné procuration à Barbara, Nadia, Présente. présente, Serge Lafont, Présent. voilà. Gérard Philly, il m'avait dit qu'il m'avait demandé si je pouvais prendre ça. Tu as reçu un mail de sa part? J'ai reçu. Parce que je l'ai pas eu. En fait, et après, il m'a juste demandé si je pouvais. Je peux te faire parvenir en procuration pour le conseil de 2006, mais Est-ce que vous avez pas eu la procuration? Donc on l'accepte. Si vous voulez, on l'accepte, sinon on l'accepte pas, ça n'a pas d'importance. On la prend pas. On a le quorum. Ok. Oui, il y en a le quorum. Ok. donc c'est juste que ça m'était occupé. Ben, la prochaine fois, tu lui diras qu'il a oublié de te l'envoyer. Gentiment, tu lui dis. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, nous allons pouvoir commencer, puisque le quorum est bon. Je désigne donc Catherine comme secrétaire de séance. Et nous passons à l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal en date du 11 décembre 2024. Donc, pas d'observation, qui est pour unanimité, je vous remercie. Compte rendu des décisions prises par le maire en application de la délégation générale donnée par le conseil municipal, donc nous avons la décision 2024-45 relative au contrat de maintenance du site intranet et d'Open Info Live avec la société Inexim. C'est là-dessus que les personnes nous signalent quand il y a des informations à solutionner ou des propositions. Décision 2024-46 relative au MAPA pour la rénovation de la salle des Garrigues et de ses extérieurs. C'est l'avenant numéro 1 qui concerne la prolongation des délais d'exécution. Ensuite, nous avons la 2025-M relative à la suppression de la régie des transports scolaires. La décision 2 relative à la suppression de la régie photocopie. La 3 relative à l'acte modificatif de la régie de la salle des Garrigues. La 4 relative à la modification des tarifs de la régie de la salle des Garrigues. La 5 relative au renouvellement de la convention de collecte de papier par la société A4 Recyclage. Et la 6 relative au MAPA, travaux de rénovation de la salle des Garrigues et de ses extérieurs avenant 2. Voilà. Donc on peut passer à l'ordre du jour de la séance. J'ai reçu des questions diverses dans les délais normaux par la ligne niveau Rogne, un peu beaucoup en retard pour la ligne Rogne-Ensemble. Administration générale, donc on va passer à la première délibération et je passe la parole à Eti. Oui. Tu mets le micro, tu parles bien dans le micro, s'il te plaît. Participation et engagement dans le plan de mobilisation des communes pour le climat de la métropole Aix-Marseille-Provence. Monsieur le maire soumet au conseil municipal le rapport suivant. Le plan climat air-énergie de la métropole Aix-Marseille-Provence, approuvé par la délibération numéro TCM 001 11142 21 CM du Conseil de la métropole du 16 décembre 2021, fixe des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, GES, d'amélioration de la qualité de l'air et d'adaptation aux conséquences du changement climatique à l'échelle d'un territoire, en s'appuyant sur les objectifs nationaux issus des accords de Paris, COP21, et régionaux définis par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, SRADET.
Le plan climat-air-énergie, document à la fois stratégique et opérationnel, s'applique à l'ensemble du territoire métropolitain. Dans ce cadre, la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le 16 décembre 2021 par la délibération numéro TCM 002 11143 21 CM du Conseil de la métropole du 16 décembre 2021 le plan de mobilisation des communes pour le climat. Ce document a pour objectif de faciliter la mise en place d'actions en faveur du climat, de l'air et de l'énergie au niveau local. Pour cela, il rassemble des informations permettant l'approbation des politiques climat-air-énergie existantes en adéquation avec les moyens, les besoins et les projets spécifiques de chaque commune ou mairie de secteur. Il repose sur un engagement volontaire de leur part et a vocation à valoriser et soutenir leur démarche. Le plan de mobilisation des communes pour le climat comprend un catalogue d'actions liées au climat, à l'air et à l'énergie et un recueil des dispositifs d'accompagnement existants sur ces thématiques. Les actions qu'il propose ont été définies en adéquation avec la stratégie du PCAEM et sont réparties en 7 axes. Pratique exemplaire, aménagement et équipement résilient, mobilité active, économie durable, prévention des déchets, nature et prévention des risques, mobilisation territoriale. Pour chaque action sont proposées des ressources permettant d'approfondir la démarche, des indicateurs à suivre afin de mesurer et évaluer son avancement, ainsi qu'un contact référent à la métropole Aix-Marseille-Provence. Afin de favoriser le partage d'expériences, un réseau de communes engagées pour le climat, animé par la métropole Aix-Marseille-Provence, viendra compléter ce dispositif. Il prendra la forme de trois ateliers annuels autour de l'une des thématiques du plan de mobilisation qui permettront aux différents signataires de profiter des expériences de chacun et de valoriser leurs actions afin de nourrir la dynamique collective. La métropole propose aux 92 communes et aux mairies du secteur de s'engager formellement dans le plan de mobilisation des communes pour le climat. Ce faisant, les communes s'engagent à choisir puis mettre en place un certain nombre d'actions parmi celles proposées. Informer régulièrement les services métropolitains de l'état d'avancement des actions choisies. Participer activement aux rencontres du réseau des communes engagées pour le climat. En retour, la métropole Aix-Marseille-Provence s'engage à les accompagner dans la mise en place des actions choisies, partager le résultat des études et diagnostics menés à l'échelle du territoire, créer et animer un réseau des communes engagées dans la démarche, effectuer une évaluation annuelle des actions conduites par la commune ou la mairie de secteur sur la base du reporting qui lui aura été transmis. L'engagement dans le plan de mobilisation des communes pour le climat permettra à notre commune de Rognes d'approfondir et de valoriser ses démarches en faveur du climat, de l'air et de l'énergie, en s'inscrivant dans une dynamique territoriale plus large. Il facilitera le partage d'expériences et l'échange avec les autres communes du territoire métropolitain, apportant un soutien supplémentaire à l'action entreprise par notre commune de Rognes. À la fois boîte à outils et communauté d'acteurs engagés, le plan de mobilisation des communes pour le climat est une opportunité pour développer nos actions en faveur du climat, de l'air et de l'énergie pour le bien-être de nos concitoyens. Merci Elfie. Y a-t-il des observations? Alors, on voudrait savoir, Parle bien dans le micro. on voudrait savoir parmi ces 7 axes, lesquelles sections vous avez retenues. Alors, déjà on a fait 2 réunions avec la métropole. Une première en fait où ils ont présenté le plan qu'ils ont mis en place. Et la deuxième spécifique à Rognes avec Romain Thora, le directeur des services techniques. Alors on a 2 projets. Le problème étant que pour pouvoir choisir les items exactement, il faut qu'on se connecte au site de la métropole et que pour l'instant on a un problème technique en fait.
on n'arrive pas à avoir les identifiants. On a un projet, je ne sais pas si tu peux déjà en parler. Vas-y, mais voilà, donc déjà, voilà, pendant la première réunion qu'on a fait avec la métropole, déjà on s'est rendu compte qu'on cochait pas mal d'items. En fait, dans les 7 items, il y a 3 niveaux à chaque fois. Et à chaque fois, on cochait au moins un des 3 niveaux. Et ce qu'on voudrait faire avec Romain, c'est aller plus loin dans la désimperméabilisation des sols. On a déjà un projet avec l'école, mais on voudrait aller plus loin là. Et également tout ce qui est mode de déplacement doux, continuité de déplacement entre les écoles et le collège et le village. Alors ils nous ont conseillé de faire 1 à 2 projets par an, pas plus, parce que c'est pas tenable autrement. Voilà. C'est parfait, comme ça tout le monde est au courant des 2 axes de travail que nous allons prendre dès le moment où on signe cette convention ce soir avec la métropole. D'autres questions? Pardon, excusez-moi. Et est-ce que vous avez déjà un référent, quelqu'un qui... Oui, alors je me rappelle plus de son nom, mais j'ai fait la réunion, enfin voilà, la première réunion qu'on a fait spécifique à Rognes, c'était avec notre référent, mais j'avoue que là tout de suite j'ai plus son nom en tête. Mais sinon c'est la mairie en fait, c'est Eti en relation avec Romain, oui. D'accord. Voilà, deuxième question, Jean-François Verrier, micro. Ouais, le micro est loin. Oui, donc parmi les axes que vous citiez, la mobilité active, qu'est-ce que vous avez prévu au niveau des actions par rapport au collège, etc. Pour l'instant, on n'a rien prévu parce que, en fait, pour pouvoir rentrer dans ce plan-là, il faut rentrer dans un cadre spécifique du plan climat. Et on n'arrive pas pour l'instant à se connecter au site internet. Non, mais vos projets à vous. Et on les déterminera en lien avec la métropole. Le projet, en fait, doit rentrer dans un cadre métropolitain avec des contraintes spécifiques. Et donc, pour l'instant, on n'a rien prévu puisque on n'arrive pas à se connecter à leur site. Et c'est à travers ce site-là qu'on va pouvoir définir les choses. Voilà. Et on aura l'occasion d'en reparler une fois que les projets seront validés par la métropole en lien avec Eti et Romain Thomas. D'autres questions? Moi j'ai une autre question, c'est que sur certaines thématiques, je pense à la mobilité vélo, qui était une thématique qu'on a souvent portée au sein de ce conseil, le département, aussi via le département, il y a des enveloppes en tout cas significatives qui sont consenties sur soit l'aménagement de pistes cyclables et d'autant, en fait, et quand je dis l'aménagement, parce qu'on a déjà nous des choses des voies qui sont aménagées mais qu'il faut sécuriser, ou le stationnement des vélos, parce que la problématique du vol c'est finalement un frein à l'usage du vélo. Voilà, est-ce que à côté de ce cadre métropolitain, de ce plan d'action métropolitain, il y a des choses qui sont envisagées avec le département, puisque c'est aussi un des acteurs qui accompagne et soutient financièrement les communes dans cette démarche. Là, pareil, ce sera Michel Gaxot qui a eu l'information avec moi-même. On a reçu la direction des routes, M. Emery et M. Roth en début d'année. Et nous mettrons en place, le moment venu, les actions avec le département, en sachant que pour le département, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, et je reprends cet exemple qui ne plaît pas, il est hors de question pour le département de mettre une barrière de sécurité qui va de l'Estélan jusqu'au collège, parce que ça apporterait trop de risques automobiles. Donc le débat sera assez compliqué avec le département, et on aura l'occasion avec Michel de les titiller un petit peu. Michel, voilà. Ok. Donc on passe à la prise en compte de cette convention, qui est pour unanimité. Je vous remercie. Donc ensuite la délibération numéro 2, donc on en avait déjà un peu parlé dans les précédents conseils, donc c'est pareil, c'est une approbation de convention de reversement entre la métropole et les communes. À ce jour, donc, il y a 30 communes qui vont participer à ce groupement. On vous a donné en indication de la note les premières actions qui concernent les études énergétiques, l'acquisition d'outils de mesure et une enveloppe du premier projet à 68 000 € avec un financement à 50% de la métropole. Voilà. Avez-vous des questions? Barbara, prends le micro, s'il te plaît.
Oui, donc en fait, les études de pré-travaux, c'est les études d'audit énergétique, c'est ça? C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ok. Et est-ce que du coup, c'est parce qu'on parle beaucoup d'audit énergétique au fur et à mesure des conseils municipaux, est-ce que ce sont des aides qui sont supplémentaires à celles qui sont liées au MAPA qui avait été confié à la société Azure Stratégie et Solutions, ou est-ce que ça n'a rien à voir? Oui, c'est lié à ça. C'est lié à ça? Oui. Donc là, pareil, pour aller au bout de la décision, donc il faut approuver la convention de reversement relative à la mise en œuvre du programme Acte Chaîne 2, ça c'est le nom, entre la métropole et la commune de Rhône. Moi j'ai... Excusez-moi, j'ai une Il faut demander la parole. Oui, pardon. Ça va trop vite. Oui, en fait, j'ai le souvenir qu'il y avait finalement un travail de diagnostic aussi qui avait été engagé avec le CPIE. Mais le CPIE est cité dans la délibération. Oui, oui. D'accord. Et je Donc, voulais c'est le savoir CPIE. ce qu'avait donné cet audit. Est-ce que les conclusions de cet audit pouvaient être versées au conseil municipal? Oui. Voilà. Où est-ce qu'on en est en tout cas dans la réalisation de l'audit? Pour l'instant, on est sur les 2 projets que vous avez en indication, et bien entendu, il y a l'avis du CPIE, et une fois que tout sera complet, la métropole nous versera la convention. Voilà. C'est chapeauté par les services techniques, hein, Stéphane Emma et Romain Thomas. Mais ma question, parce que c'est pas c'est un peu différent, ma question c'est quand est-ce que les conclusions de cet audit pourront être présentées en on vous conseil les donnera. municipal, et quand est-ce que cet audit touchera sa fin? On Quand est-ce vous les que... donnera au fur et à mesure qu'il y aura des votes à faire en conseil municipal. Mais ça n'a rien à voir avec les votes. Voilà. C'est pas On des les votes. donnera. Le moment qu'elle se sera validée avec le CPIE. Mais on en est où là, Jean-François? On est en train de travailler sur les domaines dont vous avez le détail là, en lien avec les services techniques et le CPIE. Est-ce que ça a démarré ces études? Oui, ça a démarré. Régina, on a démarré les études en lien avec le CPIE et Stéphane. Oui, ça y est. On en Voilà, est où, voilà. on est en cours. Bon, c'est en cours, oui. Laissez-nous le temps d'aller au bout de l'audit. Oui, voilà. Ah ben voilà, c'est exactement ce qu'on attendait comme réponse. Merci. Je me suis mal exprimé, excusez-moi. C'est pas la première fois qu'on en parle. Alors on passe au vote. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Ensuite, nous passons à l'attribution de subventions aux collègues dans le cadre du projet Bien grandir avec les écrans. Je passe la parole à Marie-Line. Donc, merci. Attribution de subventions au collège dans le cadre du projet Bien grandir avec les écrans. Le collège, par l'intermédiaire de Madame la conseillère principale d'éducation, sollicite une aide financière de la commune dans le cadre du projet national Bien grandir avec les écrans. Tablettes, smartphones, ordinateurs, consoles de jeux, télévision, les écrans s'imposant de plus en plus au quotidien. Ce sont pour la plupart de véritables outils d'échange investis par les enfants pour rester en contact et partager. Ils permettent également un accès facile et instantané à des ressources et des savoirs inépuisables. Cependant, un bon usage des écrans est indispensable. Ce projet a pour objectif la sensibilisation des collégiens à l'utilisation des écrans, l'accompagnement à l'utilisation du numérique afin que les adolescents apprennent à éviter les dangers et à développer des usages responsables. Apprendre aux adolescents à servir du numérique, c'est bien, mais aussi s'en passer peut être bénéfique pour tous. Il est proposé au conseil municipal d'approuver l'attribution d'une aide financière au collège d'un montant de 1 200 € dans le cadre du projet Bien grandir avec les écrans. Dépenses prévues au budget primitif 2025, chapitre 65, compte 65 748. Y a-t-il Alors, des questions? Oui. Nadia. Quel était le montant initialement destiné par le collège pour ce projet? Moi, on n'a pas pu me dire en tout combien, mais de toute manière, on est 3 communes sur ce collège. Saint-Canard, Charleval et Rhône. Donc moi, la somme qui m'a été dit, finalement, j'ai divisé, qui était demandé, j'ai divisé en 3 et j'ai donné le tiers. Voilà. Donc on a vu Madame Corabeuf hier, donc c'est du 13 au 23 mai. Ça commencera par une conférence débat où sont invités les enfants, les parents, toute personne intéressée. C'est donc le 13 mai.
Et ensuite, il y aura tout au long de ces 10 jours des ateliers avec la participation de la médiathèque, de familles rurales, toute personne. J'ai proposé à Mireille Verrier un débat avec les anciens et les enfants sur l'utilisation, voilà, un débat intergénérationnel. Donc il va y avoir tout un tas de propositions d'alternatives aux écrans. Bon, voilà. Il suffit de voir, c'est la première année, hein, le collège fait ça. Hein, donc, et nous sommes accompagnés par une association de Pérol qui s'appelle 1, 2, 3 petits pas, qu'on connaît nous dans le cadre de toutes leurs actions sur la petite enfance, l'enfance, etc. Vous trouverez les éléments une fois qu'on aura le programme complet que doit nous envoyer cette association. Vous le retrouverez sur le site de la mairie, sur Intramuros, etc. Voilà. On aura l'occasion d'en reparler. Oui, on en reparlera, c'est un programme national. Hein, donc là, on vous demande d'approuver les 1 200 €. Oui, Paul, dis-moi. On en a parlé hier soir. Oui, on en a parlé. Mais j'ai pas pensé parce que les enfants ne pourront pas se déconnecter complètement. Alors, si, parce qu'ils ont des fiches. Alors, évidemment, bon, c'est évident que de toute manière, quand ils arrivent au collège, le portable il est au fond du sac, normalement ils ne doivent pas y toucher. Hein, on est bien d'accord. Quand ils partent en classe verte ou en séjour, c'est plus les classes vertes, ils n'emmènent pas leur portable. On est bien d'accord. Mais après, ils rentrent chez eux. Mais là, si vous voulez, dans le cadre de ces 10 jours sans connexion, ils auront des comptes à rendre avec des fiches qu'ils devront remplir pour s'ils ont utilisé ou pas leur tablette. Il faut quand même savoir qu'il y a des manuels scolaires qui sont sur tablette et qu'il y a énormément d'utilisation, on va dire, professionnelle, même pour eux. Et les devoirs aussi sont sur... Voilà. Donc il y a des... Non, mais c'est ce que je... Oui, donc il y a le texte. Mais bon, alors après, moi ça, par contre, pour les devoirs, je ne sais pas s'ils vont revenir à la copie double et au porte-plume. Ce que je peux rajouter, avant de passer au vote, parce qu'après le contenu, c'est l'association, c'est le collège qui va déterminer ça. Nous, on est un support ponctuel avec des associations. Ils ont déjà réalisé cette opération au collège du Puy l'année dernière. Voilà. Donc, on va passer au vote, si vous êtes d'accord. Qui est pour la subvention, merci. Unanimité. Donc maintenant, je vais passer la parole à Catherine pour un moment qui représente 3 délibérations au moins. Oui, voilà. Donc Catherine, prends des forces, prends le micro et on t'écoute. Allez, donc on commence avec le numéro 4, une synthèse numéro 4, donc relative à une demande de subvention au titre de la dotation de soutien à l'investissement local dans le cadre de la mise aux normes et la sécurisation des équipements publics. Considérant le programme de travaux pour la création des vestiaires au complexe sportif des Garrigues, considérant que cette opération répond aux critères de subventionnement de la DSIL 2025 du fait de son éligibilité en tant qu'opération relevant de travaux concernant la mise aux normes et la sécurisation des équipements publics, le programme de travaux relatif à la création des vestiaires au complexe sportif représente un coût estimé hors taxe de 1 192 658 € et susceptible de bénéficier d'une aide de 30, je crois que c'est 30%, Régina, sur le... C'était indiqué 60, je crois que c'est 30 au titre de la DSIL, voilà. Bon, vous pouvez espérer, hein. Oui, sinon on aurait 110. Donc 30% au titre de la DSIL selon le plan de financement prévisionnel. Donc la dépense hors taxe étant de 1 192 658 €. La subvention DSIL, donc 30%, 357 797. La subvention EPCI, donc du cadre de contrat de plan, 596 329. Ce qui reste un autofinancement communal de 238 532 €. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la réalisation de cette opération et de son plan de financement, de solliciter le soutien de l'État au titre des crédits DSIL 2025. Observation, on passe au vote direct, c'est juste un chiffre ça. Non mais un chiffre, en fait d'approuver, si je comprends bien l'opération, c'est ça, le montant d'investissement et la subvention. La demande de subvention au titre de la dotation de soutien à l'investissement local. Bon, en tout cas, vous comprendrez que nous on est très gênés pour évoquer tout ce qui concerne ce projet.
Alors, on n'est absolument pas contre qu'il y ait des subventions. Au contraire, on ne peut que saluer effectivement le recours à la subvention. En revanche, c'est un projet qui, encore une fois, n'a pas fait l'objet d'une présentation étayée au conseil municipal. Il représente plus d'1 million d'euros. On nous parle de vestiaires, si vous voulez. Voilà, on ne sait pas, en fait, finalement, on ne sait pas ce que recouvre ce projet. On ne sait pas quels sont les marchés finalement qui ont été... en tout cas, quels sont les acteurs qui ont été consultés. Je vais te répondre. Donc, en fait, c'est très difficile, en tout cas pour nous, de vous... on n'est que d'accord avec de la subvention. En revanche, sur le montant, moi, je ne suis pas en confiance, je vous le dis ainsi, hein, sur le niveau de montant, si vous voulez, plus d'1 million d'euros pour des vestiaires, je ne demande qu'à comprendre. Alors, je vais te répondre. A été associée à la démarche la liste Rhône Ensemble, avec la présence d'Emmanuel Salmazo, qui a suivi les réunions. Pourquoi on n'a pas été invité? Parce que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, et je ne vais pas perdre le temps de le redire. Tant que vous faites preuve d'un comportement tel que le vôtre... Quel comportement? Je l'ai déjà expliqué 1000 fois. J'aimerais bien que tu le réexpliques. Non, je ne le réexplique pas, parce que les administrés attendent des actions. Quand vous tomberez dans un climat qui nous permettra de vous inviter, on vous invitera. Donc c'est quoi le climat qu'il faut avoir pour que tu nous invites? Mais déjà, je prends qu'un exemple. Oui. Je prends qu'un exemple, vos parutions Facebook. Quand le journaliste de la Provence interroge le maire et qu'il me demande quels sont vos projets pour 2025, et que je dis qu'au niveau du parc des Garrigues, il y a la rénovation de la salle prévue en 2025, toi tu commences à ouvrir le Facebook en disant il n'a pas parlé du centre aéré, etc. etc. Mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Mais ça ne répondait pas à la question de cette année. Non mais peu importe. Non. Quel rapport avec alors, le fait quand que vous nous soyons ferez une invités? communication correcte, peut-être qu'on vous invitera. Donc on n'a pas le droit de penser différemment de ce que tu dis. Non, c'est pas ça, c'est de il faut critiquer. absolument aller dans ton sens. C'est des critiques. C'est normal, on est une opposition, on critique. Non, c'est de l'extrapolation, là, c'est différent. René Ensemble critique, mais de manière différente. On ne va pas refaire le débat. Donc, on peut passer au vote. Jean-François, enfin bon, moi si tu veux, c'est normal que les dossiers qui représentent plus d'1 million d'euros soient présentés en conseil municipal. Ils seront présentés par si tu veux, je ne connais pas de commune qui... Si tu veux, il y a le débat, le budget d'une commune, c'est quand même c'est un acte très important. Oui. On est en train de le voter, on va discuter. On le votera plus tard. Voilà. Là, franchement, moi je trouve que le travail... Attends, non, il n'y a pas de stop. Je peux pas dire que s'il te plaît. Non, il y aura là, nous demandons au conseil municipal de solliciter l'État et la métropole. On doit répondre à cette question. Le moment venu, quand on aura les chiffres définitifs et quand on passera au budget, on vous apportera des éléments complémentaires. Il y a les vestiaires, il y a une salle de convivialité pour toutes les associations, etc. Rhône Ensemble est au courant. Quand vous serez positif, on vous invitera. Mais honnêtement, il reste 1 an avant la prochaine échéance, et tant que j'ai des attaques personnelles contre la collectivité, eh bien on s'arrêtera là. On passe au vote. Qui est pour? Qui est pour? Sinon j'appelle la gendarmerie. J'ai une question. Non, c'est terminé. Le débat est terminé. Le débat est terminé. Vous êtes intervenu 2 fois. Appelle la gendarmerie. Oui, je l'appelle au réel de séjour. Vous allez voir. Ça va arriver. Si tu me pousses, tu vois. Là, on vote le processus d'aide. Qui est pour? C'est terminé. Moi, je demande. C'est terminé. Qui est pour? Quand est-ce qu'on aura un dossier? Abstention. Avant que toutes les choses ne soient décidées. Jean-François, est-ce que tu peux juste répondre à cette question? Je t'ai dit que le dossier, vous aurez l'information dans le cadre du budget quand le dossier démarrera. Là, et quand tout sera décidé, donc. Mais bien sûr, bien sûr. Alors, on passe au vote. On passe au vote, sinon je vais appeler la gendarmerie. J'en ai marre. Appelle la gendarmerie. Mais je vais l'appeler, je vais faire appeler la gendarmerie. Je peux pas poser une question sur le... C'est fait, vous avez eu droit à votre question.
J'ai une autre question. Moi, Non, aussi. pas sur ce thème-là, la question a sur été ce posée. thème-là. Allez, il a une autre Sur ce question. thème-là. Vas-y, Jean-François. Alors fais attention à la question que tu vas poser. Tout à fait. Donc, il est... On vote la répartition des aides, hein. Pas d'autre chose dans ta question. Donc, moi, vous On est avez, d'accord. vous avez divisé le nombre de vestiaires par 2 ou pas? On a fait une évolution entre le nombre de vestiaires et la salle de convivialité. On a redonné au maître d'œuvre des éléments et ils vont nous sortir les documents définitifs. On ne les a pas encore reçus. Voilà. Donc, il est marqué que vous avez divisé le nombre de vestiaires par 2, c'est marqué dans votre Ça, délit. c'est dans le rapport, oui. C'est dans le rapport. D'accord. Oui. Donc, par contre, ce qui est un peu curieux, vous divisez le nombre par 2, mais vous passez de 1,6 million à 1,4 million. Eh bien, tu verras les chiffres quand on les aura. C'est vous qui les donnez, je ne les ai pas inventés, ces Mais chiffres. quand on les aura dans le Donc, détail, il y a quelque chose qui cloche là. eh bien, on t'expliquera. Michel t'expliquera. Alors, comment voulez-vous qu'on s'engage à voter sur des trucs Eh bien, tu votes pas. Vous n'êtes Allez. même pas capable d'expliquer pourquoi. Oh, c'est un prévisionnel par rapport à ce que le maître d'œuvre nous a donné. Donc, vous on divisez passe par au 2, vote. mais le prix... Qui est contre? Bah, nous. Ben nous, Voilà. 3 contre. Qui est pour? Les autres. Je vous remercie. Catherine, Oui. point 5, s'il te plaît. Oui. Donc, autorisation du conseil municipal pour engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement sur l'exercice budgétaire 2025. Donc, au niveau des dépenses de la section de fonctionnement, dans la limite de celle inscrite au budget de l'année précédente, on peut donc mandater des dépenses. En outre, jusqu'à l'adoption du budget, au niveau de la section d'investissement, l'engagement doit être fait sur une autorisation de l'organe délibérant afin d'engager, liquider et mandater les dépenses Monsieur Jacques et d'investissement. Madame Aurélie, vous êtes priés d'écouter Catherine On écoute et non attention. pas blaguer. D'accord? Ok. Donc, on ne blague pas et on écoute Mais avec vous beaucoup blaguez. d'attention, Vous Catherine. blaguez, puisque tu Parce réponds, que- c'est que vous blaguez. Le montant budgétisé des dépenses d'investissement hors reste à réaliser sur 2024 s'est élevé à 3 250 308 €. Et conformément au texte, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet article à hauteur de 221 008 €. Donc cette somme est répartie sur des différentes opérations. Donc en 801, voirie et aménagement urbain pour 23 390 €. En 802 bâtiments, donc c'est 23 000, hein, on a le détail, donc c'est cimetière, emplacement de gâches électriques et horloges, panneaux entrée de ville, plaques et panneaux pour la zone sportive Esplanade Saint-Denis. Vous avez le détail par opération. En 802 bâtiments et sites municipaux pour un montant global de 174 438 €. Donc, notamment beaucoup de travaux concernant le scolaire, l'école primaire avec des remises en peinture de salles, la rénovation partielle de la toiture de l'école maternelle, l'abaissement du faux plafond et le passage en LED et l'ouverture d'un mur, bâtiment de la crèche, remplacement de la VMC et remise aux normes de l'installation électrique, au parc des Garrigues, le remplacement du portail de l'entrée principale et la mise en place des extincteurs et d'un dispositif anti-intrusion, la réhabilitation du cabanon annexe de la salle des Garrigues, la rénovation aussi d'une partie de l'épicerie solidaire et les travaux à l'hôtel de ville, achat de mobilier également, et une partie dédiée aux travaux de repérage amiante et plomb avant travaux sur 9 des bâtiments communaux. Voilà, donc vous avez le détail pour toutes ces opérations, pour un global en 802 de 174 438. Sur le 0,8021 vestiaire du complexe sportif, 780 € de relevé topographique. En 804 informatique, l'achat de matériel informatique pour 2000 €. Et en 805 équipements divers des services, un montant de 20 400 €. Donc on vous demande d'autoriser Monsieur le maire à engager, liquider et mandater ses dépenses d'investissement et adopter l'ouverture des crédits par anticipation pour un montant de 221 008 €. Alors, qui est pour? C'est une délibération qu'on prend chaque année. Je vous remercie, unanimité. Catherine, Oui, nous commençons le débat. très bien. Donc, écoutez bien. Donc le débat d'orientation budgétaire 2025. Donc pour les communes de plus de 3 500 habitants, doit se tenir un débat d'orientation budgétaire avant le vote du budget définitif de l'année. Donc ce débat
était précédé par l'envoi du rapport d'orientation budgétaire, donc le ROB, qui a été joint à vos convocations présent au conseil municipal. Dans ce rapport d'orientation budgétaire, vous avez retrouvé les orientations envisagées par la commune en section de fonctionnement ainsi qu'en section d'investissement. Vous avez retrouvé également tous les engagements pluriannuels et les orientations envisagées en termes d'investissement. Également l'encours de la dette et le profil et les modes de financement de ces investissements. Donc ce rapport, je voulais, comme chaque année, mis un petit peu en mode synthèse des éléments qui me semblaient importants pour moi. Donc je vais pas vous faire lecture de la totalité du rapport. Voilà, donc il y avait toute une partie sur le contexte international, donc je n'ai pas repris, parce que je pense que tout le monde y est sensible et se tient informé. Juste un bref rappel du contexte économique. Donc au niveau de l'inflation en 2024, le niveau d'inflation était de 2,6%, donc en baisse par rapport à 2023 et à 2022. L'IPCH, donc l'indice des prix à la consommation harmonisé en novembre 2024, c'est cet indice-là qui sert à la revalorisation des bases des taux de taxes de fiscalité locale, et de 1,68% arrondi à 1,70%. Le taux d'inflation prévu annoncé pour 2025 se situerait aux alentours de 1,5%. Le déficit public est de l'ordre de 6,24% du PIB en 2024. Et la dette publique s'élève à 3,228 milliards, c'est ça, 72% du PIB. Voilà, donc la conjoncture nationale 2025, donc une inflation en baisse, 1,5, et une croissance qui va rester modeste, aux alentours de 1,2% selon les prévisions de l'État. Le recul des prix de l'énergie et des produits alimentaires vont faire baisser ce niveau d'inflation malgré une légère augmentation des prix des services. Au niveau politique interne, on jauge de l'instabilité actuelle et de la dégradation des comptes publics fragiles qui ont influencé la loi des finances 2025. Et les taux directeurs de la Banque centrale européenne, donc après 2 baisses consécutives en juin et septembre de 0,25 points, annoncent des taux bancaires à la baisse sur 2025. Quant au taux de chômage, devrait rester stable entre 2024 et 2025, qui est de l'ordre de 7,5%. Voilà pour le contexte. Donc la loi des finances 2025, elle est arrivée tardivement, puisque cette année elle a été promulguée le 14 février et est publiée au journal officiel le 15. Elle a pour objectif principal de redresser les comptes publics de 50 milliards d'euros sur l'année et de ramener le déficit public aux alentours de 5,4 points du PIB. J'aborde quelques synthèses des points qui vont toucher les établissements publics, les EPCI et les collectivités. Je n'ai pas fait le point de la loi des finances qui va concerner les entreprises ou le particulier. Donc la DGF et les dotations de péréquation sont en augmentation. Donc 150 millions respectivement pour la DGF et la DSR. À savoir que ce sont des dotations qui sont soumises à l'effet de péréquation, donc c'est pas pour cela que la commune de Rognes bénéficiera d'une augmentation de sa dotation, on le verra plus tard. Le fonds vert et le DSIL donc sont en baisse et le DETR est maintenu à son niveau équivalent. Le fonds vert baisse de 2,5 à 1,15 milliard. Et la DSIL baisse de 150 millions d'euros afin de compenser la hausse de la DGF pour compenser les communes en difficulté. Voilà, les mesures qui ont été du projet de loi des finances qui ont été finalement retenues dans la loi des finances. Donc pour les EPCI, c'est le gel de fraction de TVA, donc ça c'est la part qui est reversée aux départements et aux régions pour compenser la taxe d'habitation et la perte de la CVAE. Le fonds de précaution qui était annoncé finalement évolue en un dispositif de lissage pour constituer un fonds de réserve. Ce fonds s'appelle le DILICO, donc ça concerne les plus grosses communes qui vont devoir, ne seront pas impactées, qui vont devoir constituer ce fonds de précaution.
Et l'évolution des taux de cotisation, donc cotisation nationale de retraite des agents des collectivités locales. Donc là, par contre, la commune de Rosne, enfin toutes les communes sont impactées. C'est 3% par an d'augmentation des taux sur la période 2025-2028. Donc au total, 12% d'augmentation de charges salariales à prévoir donc, pour la commune. Possibilité pour les départements de relever leur part de la taxe des droits de mutation de 5 à 5%. C'est une mesure temporaire pour soutenir donc, les budgets des départements. Temporaire jusqu'en 2028. Donc là, à ce jour, on ne sait pas si notre département va actionner cette mesure ou pas. Et les mesures du projet de loi qui n'ont finalement pas perturbé dans la loi des finances, c'est la réduction du taux de compensation FCTVA. Il avait été prévu qu'il baisserait de 16,40 à 14,85. Finalement, ça n'est pas retenu et donc ça, par contre, ça impacte nos finances, c'est là dans le bon sens. Voilà, donc après cette loi des finances, la collectivité doit aussi respecter les règles budgétaires, donc les règles qui sont fixées par la loi de programmation des finances publiques 2023-2027, c'est-à-dire que les collectivités se doivent de limiter la hausse de leurs dépenses à l'inflation moins 0,5 points. Et également doivent respecter les règles d'équilibre budgétaire parce que chaque section doit être votée en équilibre comptable et la section de fonctionnement doit avoir un solde positif ou nul. Et en section d'investissement, le remboursement du capital de la dette ne peut être supérieur aux recettes d'investissement hors emprunt. Donc ça, c'est les règles. Ça s'applique. Maintenant, un petit point sur les résultats provisoires du compte administratif 2024. Donc en section de fonctionnement, des dépenses de 4 707 000 € et des recettes hors excédent de clôture de 5 341 000 € et un résultat de l'exercice de 633 314 €. Un excédent reporté de 784 728 €, donc un nouvel excédent de clôture à fin 2024 de 1 418 043 €. Ça, c'est pour la section de fonctionnement. En investissement, des dépenses de 4 111 864, des recettes pour 3 965 784, un solde négatif de 146 080, compensé par un solde positif des restes à réaliser de 642 891 €. Donc le solde négatif de la section d'investissement sera financé par l'excédent des restes à réaliser. Il n'y aura pas donc besoin d'affecter le résultat de la section de fonctionnement vers la section d'investissement. Et un très bon résultat d'exercice 2024 pour la section de fonctionnement qui est favorable donc au financement des projets d'investissement. Donc les investissements qui ont été réalisés en 2024 d'un montant de 2 401 802. Les subventions associées à ces investissements 1 067 368 et le FCTVA 383 410 €. Répartis sur les opérations, donc voirie et aménagement urbain pour 649 328 €. On prend extension vidéoprotection, l'extension du cimetière, les travaux de voirie, signalétique publique et des obligations légales de débroussaillement. Sur bâtiments et sites municipaux, 1 107 929 €. La rénovation de la salle des garrigues, la maîtrise d'œuvre pour les vestiaires du complexe sportif, la rénovation du système de chauffage de la MJC, la réfection de la toiture de la maternelle et de la police municipale. Modernisation de l'éclairage public, donc la rénovation sur divers sites et mise aux normes électriques, équipement des services pour 233 142 €, matériel et acquisition de véhicules. En informatique, un budget de 8 105 € a été consacré. Mission géotechnique pour le stade, 9 330 €. Voilà, donc maintenant les orientations 2025. Donc nos objectifs, c'est le maintien de la qualité du service public pour les administrés, poursuivre la maîtrise des dépenses à caractère général, préserver un niveau d'épargne brute afin de permettre le remboursement d'une part de la dette et aussi de favoriser l'autofinancement des investissements futurs. En 2025, il n'y aura pas d'augmentation du taux d'imposition pour la commune, donc les taux en taxes foncières
resteront identiques aux années précédentes. Le suivi des projets d'investissement et le bon suivi des subventions associées auprès de nos partenaires institutionnels. Priorisation des investissements liés à la qualité des services, mais aussi à la transition énergétique. Les investissements de 2025 seront de l'ordre de 2 700 000 €. Et dans ces investissements, c'est avec grand plaisir que nous voyons réapparaître le projet CAV avec l'acquisition foncière qui peut désormais être relancée du fait de la fin des recours juridiques. En section de fonctionnement, les recettes de fonctionnement de l'ordre de 5 35 163 €. Elles sont en baisse de 1,5% par rapport au budget de 2024, principalement due à la diminution des impôts et taxes et des dotations. Le produit fiscal de la commune, à hauteur de 2 978 000 € se voit revalorisé de 1,7% par rapport à l'IPCH, mais il n'y aura pas d'augmentation de taux. Et le poste impôts et taxes représente 85% des recettes de la commune. La DGF et DSR seront en baisse. Elles devraient être aux alentours de 252 000 € contre 281 l'an dernier. Et la DMTO, les droits de mutation à titre onéreux, devraient conserver le même niveau. Voilà, donc sur le tableau, vous avez les comparatifs des années précédentes. Donc ça, ce sont pour les recettes. Et en dépenses, donc des dépenses attendues à un niveau de 4 584 000 €. Elles seront en baisse de 5% par rapport au budget 2024. Cette baisse des dépenses, c'est essentiellement dû à la baisse des prix de l'énergie. Ce poste-là sera rabaissé de 19% et 25% juste sur le poste électricité, puisque les tarifs s'améliorent au niveau de l'électricité. Les charges de personnel seront en hausse de 2,5%, notamment avec l'augmentation des cotisations sociales de CNRACL. Il faut prendre en considération que 54% des dépenses de la commune sont des dépenses rigides, donc charges de personnel et charges financières, donc ce sont des dépenses sur lesquelles on ne peut pas avoir d'action. Donc c'est 54% de nos recettes. L'atténuation de produits, donc c'est la contribution au fonds de péréquation, et sera de 25 000 €. Donc ça fait le 3e exercice où nous n'avons pas l'impact de la pénalité loi SRU sur les logements sociaux, puisque la commune est exonérée. Voilà, donc pour rappel, avec la norme M57, des charges qui figuraient au chapitre 67, charges exceptionnelles, telles que les participations pour la crèche et l'accueil de loisirs, sont désormais au chapitre 65, autres charges courantes, ce qui explique l'écart sur ce tableau. Voilà pour la section de fonctionnement en dépenses. Sur l'endettement de la commune, donc en 2022, la dette de la commune était de 1 257 608 €. En 2024, avec la fin d'un emprunt et la baisse de l'annuité étant passée de 323 811 € à 117 803 €, nous a permis donc de recourir à l'emprunt sans déséquilibrer les finances communales. Et un emprunt a été souscrit de 1 million d'euros. En 2025, l'encours de la dette sera de 1 692 785 € et les charges financières à hauteur de 62 000 € représentent 1,4% des dépenses réelles de fonctionnement. En 2025, les annuités seront de 188 619 €, donc inférieures aux années précédentes. Donc ça ne vient pas accabler les charges de la section de fonctionnement, ni de la section d'investissement. Donc les projets d'investissement pour 2025, à hauteur de 2 705 163. À ce sujet, il y a une petite erreur en dernière page du tableau du rapport, pardon. Il y a un petit écart, donc c'est bien 2 705 163 € sur les projets d'investissement. Donc en 0801 voirie et aménagement, 200 000 € seront consacrés à la rénovation des chemins, donc Jas Blanc, Ribes, Bresse, les trottoirs aussi, chemin de Versailles, une modification de l'entrée du parking du cimetière, des travaux aussi au jardin partagé, des travaux d'amélioration des locaux poubelles.
En 704, l'éclairage public pour 135 000 €. Il s'agira donc de l'enfouissement des réseaux avenue de Lambesc. En opération 08021, donc les vestiaires et un bâtiment complexe sportif. Pour sa première tranche, donc 700 000 €. Et en 0802, bâtiments et sites communaux, donc à 1 492 763. Donc il s'agira des études pour la réhabilitation du centre technique municipal, donc des locaux des services techniques, les travaux de désimperméabilisation et de végétalisation de la cour d'école primaire pour sa première tranche qui est à un niveau de 150 000 €. La première tranche concerne le préau. Des travaux à l'église aussi, 307 000 € pour le clocher et toiture suite aux études et au diagnostic du patrimoine historique. La rénovation énergétique des bâtiments pour 829 763 €. Il s'agira donc de remplacer des menuiseries à l'école primaire, au CCAS, à la salle des associations, de remplacer également tout le système de chaufferie de l'école, isolation de la salle des associations. Il a également la mise aux normes électriques de la crèche, du gymnase, de la MJC, et au parc des Garrigues, donc on l'a vu tout à l'heure, le portail principal et des travaux de reprise et de sécurisation du bâti en pierre, et un projet de déplacement de la serre municipale. En acquisition foncière, donc on retrouve le projet côté village, il s'appelle toujours comme ça, je ne suis pas certaine. Ouais. On le voit souvent ancienne cave, alors je n'étais pas sûre qu'il ait encore cette appellation. Voilà. Donc pour 120 000 €, donc c'est le lancement du projet de l'ancienne cave pour l'acquisition de places de parking et de places et salles communales. En 0805, équipement des services à hauteur de 48 400 €, donc un véhicule pour le DST et les matériels des services techniques. Et en 0804, 9 000 € pour l'informatique, ordinateur et outils de sauvegarde, voilà, pour un total de 2 705 163 €. Pour financer ces investissements, donc de la FCTVA à un niveau d'environ 420 000 €, l'autofinancement à 1 418 043 €, des recettes d'or pour 350 000 € et des subventions pour 291 000 €. Donc pas de recours à l'emprunt en 2025 et autofinancement des subventions grâce aux subventions de nos partenaires institutionnels et au FCTVA. Voilà. Merci. La synthèse. Merci Catherine. Y a-t-il des observations? Jean-François, prends le micro. J'ai une question sur le financement de la cave. Alors, entre parenthèses, vous nous aviez un peu raillé quand on avait mis sur notre article de la fenêtre du Voussac que ça allait coûter 2 millions d'euros. C'est le cas, c'est 1,8 million. Donc on n'était pas loin du compte. Donc ça c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est comment est-ce que vous allez sécuriser ces 1,8 million au niveau du budget 2025, puisqu'il y a un engagement de la commune par une délibération. Je vais répondre et Catherine complétera si ma réponse n'est pas suffisante. En 2017, quand le projet aurait dû être fait, on devait payer au fur et à mesure des travaux. Ça, on ne peut plus le faire. Donc, normalement, dans ma tête, on devait payer quand il livrait les travaux. Avec la présence du notaire de la Roque d'Anteron qui représentait la commune, le premier contact avec côté village, avec Villenova, ils attendent de nous qu'on participe chaque année à venir. Donc les travaux démarrent en octobre et devraient se terminer fin du printemps 2027. Ils attendent et on va négocier en ce sens. C'est pour ça qu'on a prévu environ 100 000 €, mais moi, des fois il y a des différences parce que moi je raisonne hors tête souvent. Donc environ 100 000 € pour l'année 2025, environ 200 000 € pour l'année 2026 et le solde de 1,3 million en 2027. En sachant qu'on est loin des 2 millions parce que nous sommes en train de réfléchir, au lieu de prendre la salle de 250 m², de prendre une salle plus petite pour compenser. Non mais attends, Jean-François, il y a une raison. Oui. Il y a une raison financière.
Parce que ce qu'on aurait dû acheter pour le projet 2017, il y a eu une majoration de 17 à 20%. Donc, à un moment donné, je me suis dit, peut-être qu'il vaut mieux réduire la salle et pour compenser un peu cette augmentation. Donc, nous sommes en négociation là-dessus. Je peux vous dire qu'une chose aujourd'hui, c'est que dans la salle, si on prend 150 ou 180 mètres carrés, Michel, hein, voilà, environ 150 mètres carrés, c'est l'objectif qu'on s'est fixé, mais il faut voir les contraintes après les travaux, etc., etc. On pourrait, c'est pas encore décidé officiellement, transférer la police municipale. Voilà. Je ne peux pas vous dire plus aujourd'hui, parce que nous sommes en négociation et on va essayer de réduire l'augmentation des prix qui est tout à fait normale, hein, que c'est normal qu'ils nous vendent des places de parking plus chères qu'en 2014, l'aménagement la place livrée plus chère qu'en 2014 et la salle plus chère qu'en 2014. Donc on est en train de négocier et on sera loin des 2 millions. Voilà. Après il restera bien entendu l'aménagement de la place. Hein. Voilà. Et en fait, ma question, elle portait plus sur la sécurisation au niveau juridique par rapport à notre budget. Si cette année, vous ne faites apparaître que 100 000 euros, je veux dire, comment vous allez sécuriser ces 1 million et quelques qui sont... On les a. Catherine t'a expliqué. On a fait refléter... Non, mais attends, Jean-François. Ça va s'échelonner sur plusieurs... Tu vas le voir dans le cadre du budget. Moi, si tu veux, je travaille depuis le début de l'année. Je ne travaille pas uniquement 2025. Je travaille sur 2025, 2026 et 2027. Et on a fait une répartition en discussion entre nous sur qu'est-ce qu'on fait en 2025, qu'est-ce qu'on fera en 2026 et qu'est-ce qu'on fera en 2027. Ce que je veux dire, Jeff, c'est que si tu t'engages à acheter tous ces trucs, il faut que ça soit reflété au niveau du budget. Mais ce sera c'est une obligation légale. Oui. Donc tu ne peux pas dire je mets 100 000 euros et pas le reste. Ça fera partie des restes à réaliser. Non, pour le budget 2025, on mettra autour de 100 000 euros. Ben oui, mais comment il y aura un engagement. Il y aura un engagement, il y aura peut-être un engagement devant le notaire. Pour l'instant, mais on est en négociation sur ça. Et le notaire est là. Non, mais ce que je veux savoir, c'est quel est l'acte qui va engager. Pour l'instant, il n'y a aucun acte juridique qui permet d'engager la totalité du montant. Bien sûr. Le montant n'est pas connu, le 1,8 million, c'est une estimation, c'est un budget. Pour l'instant, il n'y a aucun engagement. On est obligé de prévoir, si on doit signer un engagement au cours d'année, un démarrage de budget. Donc on a positionné 120 000 euros pour un démarrage. Peut-être que sur 2025, nous n'aurons rien pour le projet CAF, parce que peut-être qu'on sera encore en phase de négociation, justement. Et ce 1,8 million, c'est vraiment une estimation. Très bien. Et moi, Catherine, j'ai une précision. Comme on attend des retours sur les surfaces exactes. Est-ce que le reste, on le retrouve dans les restes à réaliser ou pas? Ah non, il n'y a pas de restes à réaliser pour l'instant, il n'y a pas d'engagement juridique. Quand on dit le reste fait à d'engager, réaliser, ce que vous indiquiez, M. Verrier, d'engager la totalité de la somme, c'est soumis à la signature d'un engagement juridique. Voilà. D'accord. Et je complète pour Aurélie. Sauf si je me trompe. Le projet cadre. Non, mais le projet cadre, la Cour des comptes nous avait demandé de l'enlever. Donc on l'a enlevé, vous n'étiez pas d'accord, mais il fallait l'enlever. On l'a fait. Maintenant, ça va réapparaître dans le budget, puisque nous allons tomber d'accord avec Villenova sur un processus d'acquisition sur 3 ans. Voilà. Mais ça ne se fait pas en une semaine, ça. Hein, voilà. Et bien sûr, nous allons rechercher les subventions associées, mais pour ça, il nous faut un petit peu plus d'éléments, c'est-à-dire pouvoir avancer dans justement la taille de la superficie de la salle et un budget un petit peu plus, définitif. Donc on peut s'attendre au cours de 2025 à ce qu'il y ait une modification du budget par rapport à ça. Alors, non, il y aura quand même une délibération. Attendez, Jean-François ne réinvente pas la chose. Déjà, vous pouvez noter que le vote du budget sera lieu le 2 avril. D'accord? À ce moment-là, si on a suffisamment d'éléments pour dire c'est 120 000 euros qu'on va verser à Villenova, on le mettra. Voilà, c'est tout. Et on peut faire des décisions modificatives. Oui, tu le sais très bien. Peut-être que d'ici avril, il y aura... Sois conscient que, avant de mettre des montants, on fait un raisonnement sur 3 ans pour terminer tous les projets en cours. Et après, quelle que soit la liste qui sera là, 2026-2027, ce sera prévu, il faudra aller dans ce sens,
Et après 2028-2029, eh bien, on fera ce qu'on peut dire de l'optimisation. Voilà. Parce que les grands projets seront terminés et on fera de l'optimisation pour le village. Ça pourra être de l'optimisation patrimoniale, ça pourra être une réflexion des rues du village, à sens unique, pas sens unique. On va profiter des travaux pour faire une consultation population, pour savoir ceux qui habitent la rue Neuve, la rue Ségarès, et est-ce qu'ils seraient d'accord pour faire des sens uniques? Parce que pendant les travaux, il y aura des sens uniques. Je ferme la parenthèse. Voilà. Donc, ça, c'est une approche débat d'orientation budgétaire. On vous a fait ressortir l'intégralité de ce qui devrait apparaître au budget de l'ARI. Il n'y aura pas trop de modifications. La bonne nouvelle est arrivée aujourd'hui sur le remboursement du fonds de TVA, et vous avez vu que ça représente 405 000 €. Et vous avez vu que quand même, à l'exercice 2024, 600 000 € d'excédent. Je ne vais pas signer chaque année pour 600 000 €. Mais c'est exceptionnel. Ça veut dire qu'il y a des efforts tous les jours dans toutes les dépenses que nous faisons. Il y a eu la baisse des coûts électriques. Il y a eu une augmentation des taxes foncières. Donc tout ça, c'est bien. Et ça va continuer à s'améliorer. Faites-moi confiance. Voilà, on ferme la parenthèse. Y a-t-il d'autres questions? Barbara. Toujours sur, enfin, avant de passer à un... Approche le micro et parle dans le micro. Avant de passer à un autre sujet, toujours sur le sujet du projet de la cave. Donc du coup, par rapport au montant des subventions, dont on pourrait bénéficier, on a une idée ou pas? Non, on ne peut pas avoir d'idée parce qu'on ne sait pas combien ça va nous coûter le stationnement, combien va nous coûter le local qu'on achète et combien va nous coûter la place livrée brute. Dès qu'on aura défini ce que nous achetons, on sollicitera le conseil départemental, la métropole, pour savoir dans quel domaine ils peuvent intervenir. Voilà. Okay. Et une autre question, est-ce qu'il est prévu du coup un budget affecté à la main-d'œuvre pour la réalisation de la place publique et des différents accès sur le cours Saint-Étienne, etc. Mais c'est dans une deuxième étape, ça, c'est pas prévu dans le projet CAV. Le projet CAV est un projet privé dans lequel la commune va investir dans 3 domaines: parking, place et salle. Mais après tout ça, il va falloir le mettre en œuvre avec les laboraires. Ce sera pas en 2025, ça? Ce ne sera pas en 2025. On en fera peut-être un peu en 2027, un petit peu en 2028, un petit peu en 2029, parce que ça passe par un préalable. Que la métropole refasse tous les assainissements dessous. Voilà. Donc la métropole commence en octobre, finit en fin juillet, la montée de la bête, l'avenue de la Libération, et après il va s'attaquer au reste. Parce qu'ils ne vont pas faire ces gros travaux pour s'arrêter là. Donc je remercie encore la métropole, je l'ai dit pour mes voeux, c'est des montants très très importants pour la commune. Voilà. Allez, avez-vous d'autres questions sur le débat? Je pense qu'aujourd'hui, c'est de rentrer dans les chiffres d'un projet, pas d'un projet, c'est pas ça le plus important. C'est vous, par rapport à ce qui s'est passé en 2024, par rapport à la projection qu'on fait, Régina et Catherine, sur ce que la commune peut réaliser et peut faire, avez-vous des observations? Voilà. Moi j'ai une question. Quelle est à date la capacité d'autofinancement de la commune? Je te réponds indirectement. L'année dernière, quand on a sollicité les banquiers pour le prêt de 1 million, le banquier qui n'a pas été retenu, qui était la caisse d'épargne, nous a dit, par rapport à vos bilans de 2022-2023, vous pouvez aller jusqu'à 1,6 million. À ces 1,6 million sur l'exercice 2022-2023, par rapport aux résultats de 2024, moi aujourd'hui, en tant que maire, je ne prendrai pas de risque à aller jusqu'à 2 millions de nouvel emprunt, quoi. En plus de 1 million, plus encore 1 million, sans aucun problème. Donc, quoi qu'il arrive, les projets qu'on a prévus, les projets qui seront prévus par la prochaine municipalité, il y a une possibilité de repartir. Regardez la dette en 2014, quand j'ai pris le point sur le montant voilà. de la dette. Et en plus, on a cette opportunité, c'est que les taux vont sûrement encore baisser. Oui. Vous n'avez pas répondu à mes questions. Mais oui, j'ai répondu à la capacité de la c'est quelle est aujourd'hui la capacité? Alors, quelle est la réserve et quelle est la réserve propre? Quels sont nos fonds propres? Mais elle te l'a dit. Le fonds de TVA, c'est 100 000. 1 418 043 €.
1 418 040. L'excédent, c'est 780 000. Mais je vous ai... Non, l'excédent était de 600 000, Jean-François. L'excédent était de 780 000. Le bas de laine, c'est 790 000. 1 418 043. Voilà. Ça, c'est d'accord. Ça, c'était l'excédent. Là. Je vous ai répondu indirectement. L'excédent cumulé, c'est 1 400 000 Voilà. euros. 1 418 000. Donc, Sur la section de fonctionnement, il n'y a que ça qui est intéressant, c'est la section de ce qui est certain, Ça nous permet d'aller investir. oui. Et l'excédent quand même un solde reporté, positif c'est que quoi les restes à l'excédent réaliser. reporté? Pardon? Et un solde positif des restes à réaliser. Oui, Oui. certes. Ça, c'est en bas. C'est ce qui n'a pas été réalisé l'année d'avant. C'est pas important. Oui, c'est sûr. Madame Aurélie. nous demande... D'accord, merci, j'ai la réponse. Merci. Voilà, j'ai la réponse. Et ensuite, sur Et je te l'ai fait en indirect sur le montant de dette possible de la commune. thématique solvabilité de la commune, il y a un tableau que Madame Avier nous a fourni sur la capacité de désendettement de la commune. Non, mais je n'ai pas d'inquiétude particulière sur l'endettement. Je trouve que Voilà. Et là, l'endettement on il voit est très bien convenable. qu'au niveau des En indemnités, revanche, c'est vrai que donc là, il y a 2,7 millions vous annoncez d'investissement pour 2025. On entend Monsieur le maire nous dire que effectivement, il y aura des tranches importantes aussi en 2026. Voilà, donc tout ça, ça ne peut être possible que s'il y a une réserve de financement Mais bien sûr. conséquente. Bien Voilà. sûr. Bien sûr. c'est normal. Et pour ton information, je vais me livrer aujourd'hui. On a prévu environ 3 400 000 en 2026 et 3 millions en 2027. Mais ça, c'est une hypothèse de travail qu'on a réalisée quand on a eu le résultat, quand on a su les dispositions du gouvernement concernant la diminution ou non du fonds de TVA, etc. Mais comme ça fait 2 exercices qu'on fait 2,8 millions, c'est facile à calculer qu'on va toucher 16% dans 2 ans. Chaque année d'investissement, 2 ans après, on touche une enveloppe. Donc, on n'a pas fait ça à la légère. Je l'ai fait à la corneau. C'est vrai qu'on a eu Voilà. quand même, J'étais assez inquiet quand même. avec le début du mandat et l'expérience Covid, on a eu des investissements les premières années qui ont été très limités. En 2020, 2021, ça a été limité. Après, on a subi l'augmentation des prix liée à l'inflation 2022-2023, donc c'est vrai que ça nous a fortement impacté. Et là, maintenant, on a le retour du FCTVA qui va nous donner une bouffée. Bon, on En tout cas, revient juste ensemble. Est-ce que vous avez des Pour questions? dire une chose, je ne dis pas que vous avez fait les choses à la légère, je ne le pense pas. Je dis simplement qu'il y a eu 2,4 millions d'investissements en 2024, 2,7 millions qui sont annoncés pour 2025. Je pense que, en tout cas, je vous enjoins pour 2025 à nous les présenter en conseil municipal. Et vous verrez, non, pas en budget, les opérations, et de manière à ce qu'elles puissent être challengées, si vous voulez. Et je pense que vous verrez qu'effectivement, elles seront juste challengées, pas critiquées, challengées. Et que sous ça, c'est, je veux dire, l'intelligence collective, ça a de la valeur dans un conseil municipal. Et voilà, donc Quand elle est on fait la demande on a et déjà une voilà. bonne- Quand elle est positive, On a ça- déjà une bonne Mais- liste Allez, sur les opérations Barbara. et sur l'orientation. Testons et vous verrez qu'elle sera Barbara, avez-vous d'autres questions pour apporter au débat? Donc, je remercie Catherine pour le travail fait, je remercie Régina, je remercie la comptabilité, Hélène et Déborah qui ont travaillé pour Moi, j'ai une rendre... question. Non, stop. s'il te Ah non, mais plaît. excusez-moi. On a discuté. Non, mais c'est important le débat, Jean-François. Mais oui, mais ça fait quelques Moi, j'ai une minutes question que- qui n'a pas été présentée là, mais qui est dans le C'est document. quoi Non, mais qui n'est pas présentée là Ah, sur le et projet, mais mais qui dans est le dans le document, c'est rapport. qu'est-ce qu'on appelle, c'est une précision, qu'est-ce qu'on appelle les dépenses en ordre ou les... enfin, attendez, Les opérations d'ordre. Voilà. Ce sont des... Tu réponds. Bon, Ouais. Ce sont des transferts entre la section de fonctionnement et la... C'est et des la- opérations administratives. Alors, ça peut être une qu'on nous dotation explique. d'amortissement. C'est Voilà, des sommes souvent, importantes. Donc, hein. Oui, mais c'est une dotation d'amortissement. C'est la section de fonctionnement qui vient alimenter la section d'investissement de la perte en investissement programmée de son immobilisation, de son capital immobilisé. Donc chaque année, ce capital perd de la valeur et pour soutenir cette valorisation, la section de fonctionnement vient l'alimenter. Ça s'appelle la dotation d'amortissement. Ah, c'est une dotation d'amortissement. Oui, chaque année, on en pour laquelle dans retrouve. le Chaque Ah année. non, c'est la première fois que je Mais vois non. apparaître Les ce terme. recettes réelles et Chaque les année, dépenses on réelles. Non, mais une dotation C'est ça. d'amortissement, ça c'est compréhensible. Maintenant, ce terme, moi, c'est la première fois Oui. que je le voyais. Voilà. Chaque année, tu l'as. Chaque année. Bah, écoute. Bon, on passe au vote. Qui est pour? Il y a un vote là? Oui, Oui, non, en fait, on acte On acte le débat la tenue et on passe du au débat vote. et du rapport. La remise du rapport et du débat, en fait. Mais il faut voter quand même. Il faut voter, oui. Alors, qui est pour? Abstention.
Donc, abstention, on remet ensemble. Abstention, on remet ensemble. Donc, 3 plus une procuration. Donc, on peut passer maintenant à Dominique Sandon. Elle est là? Oui, elle est là. Allez, Dominique. Ah, ben tiens, allez. Alors, on va passer à la convention cadre de transition professionnelle, la période de préparation au reclassement. Monsieur le maire informe le conseil municipal qu'en application du décret 85-1054 du 30 septembre 85, modifié relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, la commune peut être amenée à signer une convention de transition professionnelle entre le CDG 13 et le fonctionnaire employé par la mairie et déclaré inapte aux fonctions correspondant aux emplois de son grade et préconisant un reclassement. La convention tripartite de transition professionnelle qui prévoit la période de préparation de reclassement professionnel du fonctionnaire est conclue pour une période effective de 12 mois maximum. La période de préparation au reclassement a pour objet de préparer le fonctionnaire à l'occupation d'un nouvel emploi compatible avec son état de santé, de faciliter la mise en œuvre par l'administration employeur de son obligation de moyens de recherche d'un reclassement. Cette convention est conclue pour une durée de 12 mois maximum. Dans le cas où le fonctionnaire bénéficie de congés pour raison de santé, d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d'un congé de maternité ou de l'un des congés liés aux charges parentales prévues par l'article 631.6 et 631.9 du Code général de la fonction publique au cours de la période, la date de fin de la PPR est reportée à la durée de ce congé. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le principe de la convention cadre tripartite de transition professionnelle, période de préparation au reclassement et autoriser monsieur le maire à signer les conventions éventuelles à venir. Y a-t-il des observations? Nadia. Est-ce qu'il y a déjà un reclassement qui est prévu pour cet agent et si oui, sur quel poste, sur quel emploi? Alors moi je vais répondre globalement parce qu'on ne peut pas rentrer dans les détails. Donc pour la première fois depuis 10 ans, on a été face à un cas d'une personne qui a eu un grave problème il y a quelques années, qui est arrivé au bout de toutes les possibilités de prolongation de maladie, etc. etc. Et cette personne-là, on a découvert qu'il y avait ces conventions tripartites qu'on pouvait mettre en place. Donc il a accepté et on a mis en place. Ça n'ira certainement pas, ça n'ira peut-être pas au bout des 12 mois. Parce qu'entre-temps, on a peut-être pu lui trouver quelques tâches qu'il pourra faire. Et on l'a repris, il doit être content qu'on ait repris. Je pense que pas toutes les communes l'auraient repris. D'accord ? Après, on a un deuxième cas qui est intervenu aussi, après une longue maladie aussi, une longue absence depuis le Covid. Elle a signé. Oui. Elle a signé aussi. Donc on a mis en place cette procédure. Je dirais que on a tenu compte, il y a un côté humain de la décision que nous avons prise. Mais on pouvait les mettre à disposition du CD. Voilà. On passe. Notre petite demande, qui c'est qui a repris la délégation du personnel suite au départ de Jacques Defrin? Monsieur. En fait, au niveau du personnel, il y a Dominique et Michel qui font partie du comité du CST. Hein, et Valérie. Et après, c'est chaque élu qui traite avec Madame Lavier pour ça. Après, Christophe Azéma a la délégation de tout, avec le NAS, pour tous les avantages qu'un fonctionnaire peut avoir. Voilà. Il y en a eu une réunion dernièrement avec le représentant du NAS. Ça fait 2 réunions sur Rhône, il y a 6 mois que nous faisons avec eux. Voilà. Donc s'il n'y a plus de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Luc, à toi.
on vient vers vous ce soir pour vous présenter une nouvelle opération façade. Donc, pour rappel, l'opération façade qui a débuté au 1er janvier 2019 a pour objet de subventionner à hauteur de 70% les personnes qui veulent faire rénover leur façade dans le centre du village à travers le CAEE, donc le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement des Bouches-du-Rhône. Pour cela, la subvention est de minimum de 50% pour le particulier, avec des plafonds allant de 200 à 300 m² selon la complexité des projets. Le 15 septembre 2022, la commune de Rhône donc, a approuvé son adhésion à ce dispositif départemental qu'on remercie à travers ces délibérations et a adopté le règlement d'attribution. Donc, ce règlement d'attribution est soumis à un règlement qui est disponible auprès du service urbanisme de la commune. Donc, pour information, ce sont 29 demandes de règlement qui ont été déposées depuis 2019. Et aujourd'hui, on vous présente un nouveau dossier qui a été clôturé, demande à être clôturé, à hauteur de 4 700 € TTC. Donc, ce dossier a été validé et conforme par le comité de pilotage de la rénovation des façades. Le versement de la commune, le versement des subventions par la commune est subordonné au contrôle des travaux par l'équipe opérationnelle compétente, c'est-à-dire que l'architecte du CAE est venu contrôler et vérifier que tout a été réalisé dans les normes imposées par le règlement du département. Et c'est pour ça qu'il vous est proposé au conseil municipal donc d'attribuer la subvention aux propriétaires privés d'un montant de 4 700 € TTC, de solliciter la participation financière du conseil départemental des Bouches-du-Rhône à hauteur de 70%, soit un montant de 3 290 € TTC au titre du dispositif d'aide à l'embellissement des façades et des visages de Provence, et enfin autoriser Monsieur le maire à signer tous les actes et documents relatifs à cette demande. S'il y a des questions, qui est pour, qui est contre? Qui est pour? Unanimité. Merci beaucoup. Merci Luc. Alors, est-ce qu'on a fini l'ordre du jour? Oui. J'avais juste une petite remarque, en fait, c'est par rapport à des erreurs de date qui sont sur les deux notes de synthèse. Il est fait référence à 2024 et pas 2025. Tu veux communiquer à Madame Avier, hein? Voilà. Vous parlez de quel délai? D'ailleurs, elle vous le dira. Sur les notes de synthèse 2 et 4, dans l'intitulé, les dates sont pas bonnes. Marqué 2024, 26 février 2024. Merci Barbara. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc là, on a fini, c'est pas mal. Donc maintenant, il y a les questions. Donc les premières questions reçues dans le délai légal, c'est uniforme. Donc, première question. Ok, c'est moi qui la pose. Donc, il y a environ un mois, nous avons sollicité Madame la DGS afin de recevoir par voie électronique les documents relatifs au marché lié à la réfection de la salle du Parc des Garrigues, à savoir donc le marché du maître d'œuvre et le marché des travaux. À ce jour, donc, nous n'avons pas encore reçu ces documents. Donc, nous profitons de cette occasion pour vous solliciter et vous demander également la liste des travaux prévus pour l'accueil des enfants du centre aéré dans le cadre de ce projet. Et pouvez-vous également nous confirmer que l'accueil du centre aéré cet été, ainsi que pour les années suivantes, se fera bien au Parc des Garrigues, comme prévu dans notre contrat de délégation de service public? Alors, c'est Catherine qui va répondre. Donc, les documents relatifs au marché étaient disponibles en ligne, déjà. Donc, voilà. Vous auriez pu les consulter, voilà, vous auriez pu les depuis bien consulter il y a longtemps. longtemps, c'était disponible en ligne quand même. Mais on ne les a pas consultés. Vous n'avez pas consulté. Après, votre demande du 3 février, elle est quand même très vaste. Donc, pour Madame Avier, si vous pouvez regarder et préciser les documents qui vous sont vraiment utile parce c'est vraiment que la liste des... Parce que là, vous avez fait tellement large qu'il faut tout le marché. Enfin bon, c'est... Oui, je ne peux pas vous donner... Et à cette période, si vous pouvez nous dire... le Dites-moi ce dont vous voulez... Voilà, si vous pouvez raisonnablement... Je voulais indiquer dans mon email. CCTP, CCAG. Parce qu'il y a 12 lots, enfin bon, c'est très vaste. Mais le lot, c'est beaucoup de... C'est la réfection de la salle elle-même. Ce qui est fou, Jean-François, c'est que tu nous fais faire un travail alors que tu aurais pu consulter
quand on l'a fait, c'était affiché. Je reconnais. Non. Téléchargeable en ligne. Donc aujourd'hui, la priorité, on n'a pas répondu parce que la priorité, c'est la préparation du budget. Et en plus, à quoi ça va te servir, quoi? Dans quel intérêt tu demandes ça? Non, mais si vous répondez à la question, ça me servira à rien. Donc non, mais si c'est quelques éléments, c'est bien. Mais bon, est-ce que raisonnablement le CCTP de la mise en peinture des murs et des plafonds, est-ce que vous en avez réellement besoin? Parce que les CCTP, c'est par lot. C'est-à-dire qu'il y en a 12. Il y a 12 lots, vous n'imaginez pas le temps de travail. C'est essentiellement les travaux qui ont été prévus pour l'accueil des... Donc voilà, ça n'a rien à voir. Après, bon, sur les autres questions, il n'y a pas de changement concernant l'utilisation de la salle. Elle conserve sa polyvalence. Donc elle sera donc partagée entre le centre aéré, les services de la commune, les associations également, et les locations événements privés ou professionnels, comme c'était le cas avant. Sauf on a fait évoluer la tarification, bien entendu, parce que ce n'est plus le même niveau de locaux qui sont mis à disposition. Et j'ai tenu aussi à faire évoluer les règles d'occupation, parce que là aussi, on va être vigilant à ce que l'investissement qui a été réalisé soit respecté et non dégradé. Donc voilà. Le garage et l'atelier qui jouxtent la salle restent à usage exclusif de l'AFR. Le projet de rénovation vous a déjà été présenté, c'est la rénovation complète de la salle, l'entièreté des réseaux, l'accessibilité PMR, l'isolation, les menuiseries, le chauffage. La salle est entièrement climatisée, la plomberie et l'électricité refaite à neuf aux normes. Un agrandissement d'environ 95 mètres carrés, ossature bois, construction à ossature bois, qui abrite des WC qui communiquent directement à la salle et une cuisine traiteur donc pour recevoir les repas du centre aéré qui sont livrés par la cuisine centrale et aussi une cuisine traiteur pour les événements des services ou des particuliers. Pour l'élaboration du projet, donc, on a fait des réunions de réflexion avec l'AFR et Marilyn pendant la phase d'acquisition du parc pour recenser tous les points d'amélioration qui étaient attendus par l'AFR, donc le délégataire de la DSP, pour l'accueil des enfants et pour les repas aussi. Le centre aéré n'a pas pu se dérouler au parc cette année, ça c'est sûr, parce que pour des raisons évidentes de sécurité, même si on a pu quand même trouver 4 journées où ils ont pu un peu retrouver leurs habitudes et leur parc, parce qu'ils étaient de l'autre côté et nous on a fait attention au niveau des équipes de chantier. Voilà, c'était quand même une petite utilisation. Bon. Voilà, donc cet été, ils vont retrouver leur parc. Après la visite de les travaux sont terminés, mais nous entrons dans la phase d'équipement, donc il y a encore des petits équipements à faire. Et nous attendons aussi toutes les dernières visites sécurité et également la visite de la PMI qui va valider les nouveaux locaux. Voilà, ou nous donner des pistes d'amélioration. Et là, à ce jour, on n'a pas les dates de ces 2 visites respectives. On a eu la prévisite de la commission sécurité. Mais ça a été prévu pour les enfants. Voilà. Mais la commission sécurité, dans la sécurité générale de la salle. Mais on n'a pas encore la visite de la PMI, on n'a pas la date. Mais est-ce que vous... Mais l'AFR... Est-ce qu'il y a des raisons pour ne pas... Jean-François, l'AFR utilisera la salle. Bon, mais voilà. Ensuite, la mutualité... En plus de ça, nous mettons en location, ça fera des recettes supplémentaires pour la commune. À ce jour, on a déjà 4 réservations pour des manifestations. De mémoire, 3 personnes de Rhône et une autre personne de l'extérieur. Et ça va grandir les demandes. Voilà. Donc le centre aéré, il pourra se faire... Mais le centre aéré, ça ne change pas. Ça ne change pas. Après, je tenais à vous préciser aussi, parce que je ne sais pas si on avait évoqué ce point-là, qu'en 2022, quand on a su que l'acquisition du parc allait être certaine, nous avons sollicité le CAUE 13 pour faire une étude de faisabilité sur la création d'une structure centre aéré dédiée au parc. Donc nous avons reçu cette étude, mais cependant, compte tenu du budget d'investissement et des frais de fonctionnement que cela impliquait, on n'a pas retenu ce programme pour l'instant, mais par contre, il restera possible dans l'enceinte du parc des Garrigues pour l'avenir de Rognes. Donc ça, on a monté un dossier avec le service urbanisme pour s'en assurer. Donc ça sera possible
avec le programme d'investissement qu'il y avait, on ne l'a pas retenu dans le programme. Voilà. Et là, ça fera partie aussi de l'optimisation, comme je vous ai dit. L'inauguration de la salle, c'est le 16 mai à 18h, donc vous êtes tous conviés à l'inauguration de la salle. Mais si, bien sûr, et si vous voulez la voir avant, je vous la fais volontiers visiter. Ah ben, très bien. Bon, merci Allez, deuxième Catherine, question. pour toutes ces précisions. Deuxième question. Alors, donc nous partageons tous des préoccupations face à l'impact des projets de travaux prévus en fin d'année. La fermeture de l'avenue de Lambesque, puis celle de la Libération pour plusieurs mois, ainsi que la suppression du parking de l'ancienne cave. Pour apaiser ces inquiétudes, pourriez-vous nous communiquer des informations détaillées sur les mesures envisagées, date de réunion d'information et du démarrage des travaux, supports et moyens de communication utilisés, alternatives de stationnement, modalités d'échelonnement des fermetures de voies, ainsi que les ajustements prévus concernant les transports en commun. Par ailleurs, avez-vous prévu d'organiser un débat sur ce sujet en réunissant les principaux acteurs de la commune par la mise en place d'un comité consultatif dédié à ces circonstances exceptionnelles? Donc je vais redire ce que j'ai dit au vœu, ainsi que tu avais entendu. Donc, le projet est porté par la métropole, je répète. Donc la commune n'organisera pas de débat au sens débat. Tout est ficelé depuis la veille des vœux. La métropole a pris contact avec la direction des routes, a travaillé sur le planning et restituera l'ensemble de ces informations à une réunion au mois de mai pour les commerçants, pour les personnes qui vont habiter le long des travaux, d'accord? Donc vous savez que ça va partir de octobre pour 5 mois. Ensuite, il y aura la libération pour 4 mois. Je réponds au coup par coup aux commerçants, mais tout sera fléché au mois de mai. Toutes les déviations concernant les bus scolaires pour le collège, finalement la métropole a opté pour passer par la D66 et ne pas revenir par Saint-Canard. C'est une décision métropole, on ne pouvait pas intervenir. Ils ont écouté ce que nous avons dit. Voilà. Donc vous êtes intervenu, c'est bien. Ah, on est intervenu, mais le minimum, on n'avait pas de date avant la veille des vœux. Là, je l'ai redit. Ensuite, donc, un débat, non, puisque tout est ficelé par la métropole maintenant. Il n'y a plus qu'à acter. Par contre, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça me permet de le redire. On va profiter de ces travaux pour optimiser la circulation dans les rues de la rue Neuve, la rue du Figuier, toutes les rues qui sont de ce côté du village, pour voir si on les met à sens unique, pour voir si on les met à double sens, montant, descendant, etc. Et pour ça, on interrogera la population pour qu'ils nous donnent leur point de vue. Parce que j'ai eu un test l'année dernière. Il y a quelqu'un qui m'a dit la montée des pénitents, si on pouvait faire que la montée, ce serait bien. J'ai dit écoutez, je prends en compte votre demande. J'interroge 4 personnes, il y avait 4 trucs différents. Voilà. Alors l'être humain, dit, le projet collectif, tout le monde le veut, mais dès que ça touche un peu, les gens sont individualistes. Mais il y a l'engagement d'optimiser, à partir de ces travaux, la circulation dans le village, d'améliorer la végétalisation après dans le village. Si les rues sont à sens unique, on va demander aux particuliers de s'investir comme dans certains villages, et je pense à Saint-Chamas, c'est-à-dire qu'il y aura une voie de circulation et les gens pourront mettre de la verdure. Voilà. Mais on n'a pas, et surtout désimperméabiliser. Donc voilà la réflexion globale que nous avons et qui sera mise en place dans le cadre d'une optimisation. Voilà, je pense que j'ai répondu. Vous serez bien entendu invité à venir à la réunion du mois de mai. Troisième question. Merci. Donc, troisième question, avez-vous reçu une demande de terrain de la part d'un groupement de gynécologues en vue d'implanter une maison de la femme à Rognes? Et si oui, quelle a été votre réponse? Alors, je n'ai pas reçu une demande de terrain. Ok. J'ai reçu 2 gynécologues qui m'ont fait part du projet qu'ils ont. Pas forcément sur Rognes, déjà. Sur un environnement, je dirais, dans les 20-30 km. Et ils recherchent un terrain. Parce qu'ils veulent bâtir environ entre 500 et 700 mètres carrés.
Donc ça ne va pas se trouver du jour au lendemain. Un terrain qui permet, dans un cadre sympa, pour le thème sympa de la femme, voilà, c'est un projet individuel. Ils ont consulté la mairie de Rouen, ils ont dû depuis consulter la mairie de Lambeth, ils ont dû consulter la mairie de Saint-Cana, ils vont consulter les mairies des villages aux alentours où ils souhaitent s'installer. Apparemment, dans l'esprit où ils veulent aller, il y a la même chose près de Cabriès. Voilà. Alors, moi, j'ai noté l'espace, donc 500 à 700 mètres carrés, hypothèse de salariés ou de médicaux de 8 au départ pour passer à 11. Donc, c'est un projet très intéressant. Voilà, mais j'ai pas eu une demande, vendez-moi tel terrain, parce que déjà, faut-il que les communes aient un terrain adapté à ça. Hein, voilà. Voilà, donc Et on aurait un terrain adapté à cela ou pas? A priori non, tel qu'ils m'ont présenté le projet, c'est compliqué. Okay. Je ne vais pas les mettre devant le cimetière quand même. Mais non, on va libérer l'espace, la parcelle. Et vous voyez une belle maison juste à côté du cimetière? Non. C'est dans un cadre pour travailler sur les problèmes de la femme de 10 ans ou même de la naissance jusqu'à la gériatrie, pratiquement. Donc je ne vois pas près du cimetière, parce que la liaison serait trop rapide. Voilà. Allez, par contre, je suis à leur disposition pour les écouter et j'espère pour eux que ce projet aura lieu. Sur eux, sur Saint-Cana, sur la Mex, mais qu'il aura lieu parce qu'ils sont motivés. Voilà. Exactement. Voilà. Quatrième question. Alors, nous avons été informés d'un nouvel accident survenu au niveau des places de stationnement tracées directement sur la D543 devant les nouveaux commerces. Il s'agit du deuxième incident à la même période de l'année lorsque le soleil est parfaitement aligné avec la voie. Nous constatons également que de nombreux usagers se garent de manière anarchique, souvent en contresens ou sur le trottoir. Ce qui, bien que problématique, s'explique par une volonté de se protéger de la circulation. Afin d'améliorer la sécurité et d'apaiser cette zone, que pensez-vous de matérialiser cette portion de voie par une zone de rencontre à 30 km/h? Ah, mais il y a plusieurs questions. Déjà, j'ai rencontré la personne qui a occasionné le problème. C'est pas un problème de soleil. Non. C'est un homme qui a vu une belle femme et qui a tourné son regard. C'est tout. Donc n'écrivez pas n'importe quoi. N'écrivez pas n'importe quoi. Non, mais c'est pas n'importe quoi. Deuxièmement, vous me laissez répondre. C'est pas n'importe quoi, c'est qu'il semble. Voilà. Vous me laissez répondre. Je vous ai répondu à une fausse affirmation de votre part. C'est très mignon. C'est pas le soleil. C'est pas le soleil. Ou alors c'est le soleil du cœur. On n'a pas dit que c'était le soleil. On continue. Ensuite, la zone A30, c'est une départementale susceptible d'accueillir des convois exceptionnels. La direction des routes, tous les contacts qu'on a eus, nous ont validé ces deux places qui facilitent vos achats chez les commerçants, d'accord? Mais je vous signale que pour quelqu'un qui connaît Parogne, il y a un panneau d'entrée de village, il est à combien à Versailles? 40. Ensuite, vous avez un panneau à 30 à Fontvieille, avec le Dodan. C'est pour éviter les accidents. Non, mais écoute-moi. Mais c'est pas une critique. Je critique pas là. Je dis que déjà, il y a une signalisation à 40. Pas suffisant. Écoute-moi. À 40, à 30, et il y en a une là, à 30 mètres des places, 30 de nouveau. D'accord? Mais ils ne respectent pas. Mais Jean-François, quand il était avec moi dans le mandat 2014-2020, il y a une personne qui venait nous voir tous les 6 mois et qui comptait le nombre de véhicules et la vitesse. Elle ne vient plus. Parce qu'inévitablement, maintenant, quand il y a une voiture garée, tu es obligé de rouler à 30 à l'heure. C'est tout. Donc moi, aujourd'hui, les deux accidents, je vous rappelle, utilisation de portable, la première cause, et la deuxième cause, l'être humain. Donc 30 et 40, c'est pareil. On continue. 5e question. C'était juste une proposition. Et il est déjà le 30. Non, mais une zone de rencontre, c'est différent. Zone de rencontre, il ne faut pas qu'il y ait de trottoirs. C'est la rue Fontvieille, tu le sais. On ne peut pas mettre, on est obligé de mettre des trottoirs au moins d'un côté sécurisé. Ok. Mais oui, mais tu le sais tout ça. Tu poses des questions. Très bien. Alors, 5e question. L'aménagement en cours de la parcelle en contrebas du quartier Versailles ne semble pas respecter l'orientation d'aménagement programmé, OAP, du plan local d'urbanisme, PLU.
qui prévoyait sur ce site une zone à risque ainsi qu'une zone à enjeu environnemental inconstructible. Après vérification, il semblerait que de nouvelles études aient été réalisées, invalidant les conclusions initialement et permettant ainsi la délivrance d'un second permis de construire avec un nombre de logements sociaux plus important que prévu initialement. Pouvez-vous confirmer ou infirmer ces éléments? Et si ces informations s'avèrent exactes, pourriez-vous nous expliquer pourquoi ces études ont été refaites sans que le document d'OAP, alors encore intégré au PLU, n'ait pas été modifié en conséquence? Et Luc va te répondre. Donc la problématique, on la connaît bien, c'est la gâchée des champs, en définitive. C'est ça. Sur cette gâchée des champs, sur la parcelle qui est désignée, il y avait un pied, donc une seule fleur, sur la zone qui était identifiée comme protégée. Effectivement, une autre expertise a été faite par Azure Études, qui est là, qui explique que la gâchée des champs a disparu de cette zone-là. Donc, la question se posait, c'est par rapport au PLU, est-ce que l'on conserve ou pas cette zone protégée pour la gâchée des champs? L'option a été prise de la conserver. Donc on l'a conservée, donc il n'y a pas eu de permis de construire qui a été délivré sur cette zone-là, parce que c'est une zone dans la totalité. Donc sur cette zone-là, le permis de construire n'a pas été délivré et il y a été aménagé des espaces verts avec le jardin d'enfants. Donc qui permettra, selon l'étude qui nous a été remise, si la gâchée des champs revient, pourra revenir. Donc il n'y a pas eu de permis de construire, il n'y a pas eu besoin de modifier l'OAP parce qu'on a conservé la zone protégée. Et effectivement, ça paraît bien dans le PLUI, donc ça restera en l'état et la gâchée des champs, si elle doit se redévelopper, pourra se redévelopper. D'accord. Merci Luc. Je vais compléter. Parce que la question, il y a toujours une ambiguïté dans vos questions. Pas du tout. Vous mélangez. Ah ben je vais vous la citer, Moi, les administrés seront témoins. Écoutez bien ce que vous avez écrit. Bon, une nouvelle étude a été réalisée, invalidant, et permettant ainsi la délivrance d'un nouveau permis d'aménager, le terme exact est permis d'aménager, avec un nombre de logements sociaux plus important que prévu initialement. Mais où vous avez vu ça? Il y avait un premier permis, il y a eu un deuxième permis qui a augmenté la surface. Mais le premier permis il a été abandonné par le premier promoteur. D'accord. Non, mais Jean-François, la surface de logements on n'a pas modifié le nombre. On n'a pas modifié le nombre de logements pour la simple et bonne raison, je te le dis chaque fois, que j'ai signé avec le préfet des Bouches-du-Rhône un contrat de mixité sociale de 40% de logements sociaux, et que tant que je serai là, je m'y tiendrai. Vous ferez ce que vous voudrez si vous prenez la municipalité. D'accord? Mais ne mettez pas n'importe quoi dans les questions. Ça n'a rien à voir. Entre la gagée et le nombre de logements, ça n'a rien à voir. On continue. Pour votre information, c'est quand même un programme qui démarre correctement, puisqu'à ce jour, nous avons 2 permis validés et 4 ou 5 demandes complémentaires d'acquisition de parcelles. Voilà. Quand les travaux d'aménagement seront terminés, Famille Provence, c'est Famille Provence, qui feront les logements sociaux qui seront, quand vous rentrerez sur le terrain, côté droit, parce qu'initialement prévu côté gauche, il y avait une canalisation du canal de Provence, et donc il y a eu une modification, c'est de l'autre côté. Mais le nombre n'a pas bougé depuis le début. Voilà. On passe aux questions de Rogne Ensemble. Les questions sont arrivées à 21h45, je les ai attendues toute la journée. Je ne sais pas comment vous le dire gentiment, c'est 19h normalement. Voilà. Je pense qu'il y a des choses plus graves. Il y a des choses plus graves. Mais je pourrais ne pas les mettre à l'ordre du jour. Je pourrais ne pas les mettre à l'ordre du jour. Voilà. Allez, on vous écoute. Bon, vous avez en partie répondu. Oui, il y a des questions quand même. Monsieur le maire, alors que les travaux de rénovation et d'agrandissement de la salle polyvalente du parc des Garrigues se terminent, pourriez-vous nous indiquer comment vous envisagez de valoriser l'ensemble du parc? Quelle utilisation prévue pour cet espace boisé de 7,70 hectares, accessible à tous, en complément de l'accueil des enfants par l'association Famille Rurale durant les vacances scolaires? Qu'envisagez-vous d'organiser une concertation publique pour discuter de l'avenir et de la réhabilitation de ce parc afin de recueillir les avis, attentes et suggestions des Rhôniens? Catherine va compléter, donc, sur le parc.
Voilà, bon, alors pour compléter, donc, ce qui est prévu sur le parc des Garrigues cette année, enfin déjà l'année dernière, vous avez dû le remarquer, il y a eu la rénovation des clôtures et des portails côté chemin de Garrigues. Donc cette année 2025 au parc, bon déjà le parc est très grand, donc raisonnablement on a convenu d'échelonner en fait sa réhabilitation parce qu'on peut pas remettre en état un parc de 8 hectares et le rendre attractif. Le potentiel reste entier, hein, donc il y aura chaque année un petit budget peut-être pour l'améliorer et l'aménager. En 2025, l'objectif c'est de sécuriser les accès et de finaliser tout ce qui est nettoyage. Donc sécurisation de l'accès au parc, surtout au niveau des bornes d'entrée, les bornes bordurées grises qui sont très accidentogènes parce qu'il y a des voitures qui attendent le dernier moment pour s'engager dans le parc, d'avoir une meilleure visibilité par rapport au virage. Donc là, on mène une réflexion avec Romain pour déjà sécuriser ça sera la priorité. Ensuite, mise en sécurité aussi du cabanon la toiture se détériore et tombe. Donc ça, c'est un danger déjà qu'il y a 2 ans, quand les enfants utilisaient la salle, on avait dû l'isoler avec des barrières, donc ça ne peut plus perdurer. Donc on va rénover cette année la toiture complète du petit cabanon en pierre. Et puis on va lui refaire une beauté sur les piliers et le rejointer pour qu'il soit plus dangereux et qu'il mette en valeur la terrasse et la salle. Ensuite, sur la valorisation de l'entrée, vous l'avez vu dans la délibération sur les engagements de la section d'investissement. On va remplacer le portail d'entrée et les portillons. Et les services techniques se chargeront de faire la rénovation des piliers, comme ça a été fait côté chemin des Garrigues. Et puis, on a prévu aussi avec M. Thora d'engager la possibilité avec la métropole de faire l'enfouissement des containers poubelles. Voilà, pour qu'ils soient un peu plus en discrétion. Bon, ça, c'est sous condition que la métropole soit réactive sur le sujet. Ils avaient refusé il y a quelques années de... Oui, bon, mais là, on a une meilleure approche, donc on va le retenter. Il faut préciser qu'on avait déjà engagé des actions. Oui, voilà. Ensuite, on va retirer le bungalow de l'AFR, qui est à l'entrée, parce que c'est un mauvais signal pour l'entrée du parc et la valorisation. Et donc, on a fait une visite avec Marilyn et Audenetou et sa collaboratrice de l'AFR pour voir comment ils allaient justement travailler sur se réapproprier les nouveaux espaces, en fait, le bâti rénové. Et ils sont OK pour se séparer du bungalow si en contrepartie, le bâtiment en pierre rénové peut leur servir de stockage. Donc bon, voilà. Donc du coup, ça sera plus joli et eux, ils récupèrent leur zone de stockage dont ils ont besoin. Et on va sécuriser aussi les blocs sanitaires du parc. Voilà. On va installer des barrières de sécurité pour, suivant les activités organisées au parc, bloquer la circulation pour que le public puisse circuler sans qu'il y ait de voitures dans le parc. Donc quand ça s'y prête, bien évidemment pas dans toutes les manifestations. Et mettre des panneaux d'information et des panneaux de sécurité incendie aussi. Voilà, et puis ce qui est certain, c'est que sur le parc des Garrigues, il n'y aura pas de jeux d'enfants comme c'est le cas au parc de Versailles où ça ne sera pas traité de la même manière, c'est pas ce qu'on attend au parc des Garrigues, ça sera plus axé sur la nature. Donc on va commencer cette année, on a prévu de réinstaller une table de ping-pong, ça sera pour les gens de passage et aussi les enfants du centre aéré. Il y aura des petits aménagements de jeux, mais ça ne sera pas comme ce qui est à la Fanée ou comme ce qui est au parc de Versailles. Voilà. Ça sera plus de la promenade, du pique-nique, voilà, et peut-être on a quelques projets là orientés plus sur de la décoration. Merci Nathalie. Voilà, juste un point à vous signaler, je ne sais pas si vous êtes au courant, le gardien donc a quitté ses fonctions et le logement logement qu'il occupait. Donc en fait, on rentre aussi dans une démarche de réflexion sur le contrôle des accès, la sécurité des utilisateurs et la sécurité du site. La villa, vous allez en faire quoi de cette... Voilà, c'est ça. Donc on rentre dans cette étude. Donc là, il a quitté en fin d'année, donc on va rentrer dans une étude c'est du bâti type Phoenix quand même. Donc voilà, des années 70.
Donc la réflexion, c'est ça, c'est comment sécuriser le lieu. Et donc on a demandé donc, une étude sur ça, le bâti, la sécurisation et le réglementaire du site. On va optimiser de nouveau, j'emploie le terme. Voilà, et sûrement qu'avec Letty, on reprendra ce qu'on avait commencé à mettre en place et qu'on a interrompu à cause des travaux avec la LPO et puis l'ONF. Ok, et vous avez des écureuils. Hein. Ah oui, c'est un peu... Allez, on parle... Les enfants, ils seront quand l'AFR sera là-bas, qui a un centre aéré, est-ce que ça sera aussi ouvert au public à Ah non, impossible. Donc, voilà, parce que c'est aussi la crainte des... Voilà, complètement interdit. Et par contre, leurs locaux, ils ne vont pas les partager avec eux, s'ils ont une zone de stockage qui leur appartiendra. Oui. Logiquement, oui. Voilà, et le bungalow ne sera plus là, mais il récupère le petit On passe à la question d'après. Juste une question supplémentaire. En fait, la réflexion globale sur qu'est-ce qu'on va faire de cet espace, elle n'est pas à l'ordre du jour, en fait. C'est ce que je comprends. En 2027, 28, 29. On optimisera ce moment-là. Il faut qu'on traite nos dossiers prioritaires. Moi, je vais revenir avec des propositions de toute façon, et après on les soumettra. Alors, je sais pas comme si on a fait, pour répondre à Barbara, comme on a fait pour le parc de Versailles, il y a eu des ateliers participatifs. Il n'y a pas eu grand monde, mais on les a lancés. Donc, certainement, en 2027, 2028, on va commencer à réfléchir, une fois qu'on aura terminé l'ensemble des projets qu'on a prévus sur 3 ans d'investissement, on pourra optimiser le parc des garages. Après, on est en train, cette année déjà, on va mener avec le bâti de la maison du gardien, la réglementation des accès et puis les règles réglementaires, parce que là on est sur le domaine privé de la commune, hein, donc c'est aussi, il y a aussi une réglementation qui s'impose, là-dessus on peut pas faire ce qu'on veut, et l'utilisation de l'AFR. On est en réflexion aussi de savoir si est-ce qu'il faut couper l'espace en deux, AFR et autres ou pas. Donc tout ça, on reviendra quand on aura toute la réglementation en main et toutes les possibilités et le coût associé. Allez, question d'après. On va aller vite. Oui, mais effectivement, ça a été répondu en partie. Non, mais passe à la question sur la vidéo. Lors du conseil municipal du 3 juillet 2023, nous avons soulevé la question de la qualité médiocre des enregistrements des séances qui ne permettent pas d'entendre clairement les interventions, notamment celles des groupes minoritaires. Vous aviez convenu d'un investissement de 18 500 € pour améliorer la retransmission, mais à ce jour, les vidéos diffusées sur la page Facebook de la commune, filmées avec un téléphone portable à bout de bras, restent de piètre qualité. Nous comprenons que des arbitrages budgétaires ont été nécessaires, privilégiant l'informatique dans les écoles et les services, c'est la réponse qui nous avait été faite à l'époque. Mais alors que nous discutons des orientations budgétaires de la commune, pouvez-vous nous préciser quelles mesures concrètes sont prévues pour garantir une restitution correcte et équitable des échanges lors des conseils municipaux? Alors ça devrait être prévu le 2 avril dans le budget. Il faut qu'on s'y occupe. Après, ce que je voulais vous rappeler, la dernière fois, on a eu un incident de portable. Mais sachez qu'on n'est pas obligé d'enregistrer le conseil municipal. Il y a beaucoup de communes qui ne le font pas. En 10 ans, je regrette, une fois ça n'a pas marché. Donc 10 fois 6 conseils, ça fait 60 conseils. Mais on va prévoir une ligne pour mettre quelque chose de plus mieux. Voilà. Dernière question. Non, mais je préfère que vous la redisiez, parce que je vais vous répondre. Alors, 3 modifications importantes du centre-ville sont prévues dans les mois à venir. La fermeture de l'avenue de l'Anvers, la fermeture partielle de l'avenue de la Libération. Je ne pense pas que c'est partiel, mais je ne sais pas. C'est total. Total. Et la suppression des parkings sur le site de l'ancienne cave. Ces changements qui dureront plusieurs mois suscitent des inquiétudes légitimes à tous les niveaux. Il est essentiel de prévoir dès maintenant des déviations pour anticiper les accès au village ainsi que sa traversée pendant ces travaux. Nous demandons une communication adéquate incluant au minimum une description des solutions de circulation proposées à publier sur le site de la mairie. Quelles mesures concrètes seront mises en place pour assurer une circulation fluide et informer les habitants de ces changements? J'ai déjà tout répondu. Donc ce sera une fermeture totale de l'avenue de la Libération qui fait à peu près 80 mètres. Ils ont prévu 4 mois.
j'ai déjà été interrogé par la commerçante qui est la plus près de la mairie. Je lui ai dit, tu vas être impacté un mois. Et encore, elle ne sera pas très impactée parce qu'il y aura le passage pour ses clients, il y aura le passage pour les piétons, et quelqu'un qui arrivera en vélo, on fera en sorte qu'il puisse pousser son vélo et non pas rester sur le vélo. D'accord? Donc, elle a été rassurée, déjà, sur la première information que je lui ai donnée. Ces informations, comme je l'ai dit tout à l'heure, la réunion du mois de mai, organisée par la métropole, apportera toutes les réponses à vos interrogations. Je prends un autre exemple. Au niveau du parvis de l'église, ça devrait durer entre 2 et 4 semaines. Après, au niveau du Resquiliadou, ça va durer entre 2 et 4 semaines. Et après, donc, on a la montée de la messe qui va durer 5 mois. Chaque fois qu'il y aura des travaux qui vont impacter des rues de village, tout est déjà prévu. Sens unique, interdiction d'un sens ou de l'autre, etc. Tout ça, c'est prévu. Et on a prévu, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui me paraissait important, l'accès au collège. Voilà. Donc, soyez patients et au mois de mai, vous aurez tous les éléments et nous communiquerons régulièrement, par phase, parce qu'il y a une prévision de travaux et quand on a des travaux d'octobre au 15 juillet, on peut s'attendre à des décalages peut-être bons et des décalages mauvais. Voilà. Allez. Tu as la date, excusez-moi, tu as la date du mois de mai, non, pour Pas encore, la métropole doit nous la donner. Dernière semaine. Dès que je l'ai, je la communiquerai. Et ça, je l'ai déjà dit au peu. Alors, on a terminé. Je vous remercie pour votre contribution. Soyez certains que l'équipe en place travaille tous les jours et depuis le début janvier, ça a été une année où on a multiplié les réunions par rapport à l'ensemble des projets dont on a parlé. Avec tout le monde. Et tous les jours, on a doublé. Et on en aura encore. Donc pour ça, j'ai besoin des élus et des agents que je remercie, que j'ai déjà remercié. Alors que vous dire d'autre? Je vous ai déjà dit que c'est le 2 avril que oui, a priori la réunion du conseil municipal pour le vote du budget. Ensuite, nous allons signer le 28 février avec le CTG, avec l'ensemble des communes qui vont de La Roque d'Anteron à Saint-Paul-et-Durance. Et c'est Marilyn qui va représenter Rhône, parce qu'il y aura une locution de chaque maire, c'est donc une mise en place avec la CAF, et il y aura une communication faite par la CAF, et vous pourrez suivre qu'est-ce qui va se passer. Ensuite, vous avez dimanche la fête des grands-mères, plus de 100 inscriptions pour les fleurs, c'est ça, Annick? Oui. Voilà, une quarantaine de personnes se représentent avec l'apport de 3 bénévoles. 3 associations bénévoles. Donc je remercie. Il y en a une qu'on connaît depuis longtemps, Suzy, une qu'on connaît aussi depuis longtemps, Madame Bourreau, et une nouvelle. Hein? Et 2 jeunes filles voilà. qui font des études d'esthétique, Zélie. Voilà, donc rendez-vous 10h. Belle époque? Belle époque. Ok. Ensuite, je vous précise que le 14 mars, il y aura le carnaval des écoles. Ensuite, vous avez dans les informations qu'on pouvait trouver sur Intramuros, pour les commerçants, artisans, etc., il y a le guide pratique qui va être mis en place par la mairie, et les commerçants artisans ont jusqu'au 28 février pour répondre aux questions et donner les références, leurs références téléphoniques et autres. Ensuite, je voulais vous signaler que nous sommes en vigilance sécheresse. Ça semble curieux. Hein? Mais le préfet n'a pas voulu prendre de risque. Le problème, ça vient de la plaine de la Crau où il n'y a pas suffisamment d'eau. Mais au lieu de faire ça par étapes, cette année, ils ne se sont pas embêtés, vigilance toutes les communes. Voilà. Donc vous avez en tant que particulier quelques recommandations à suivre, notamment pour laver vos voitures. Si vous êtes curieux, vous allez voir la lettre du préfet. Pour l'instant, je ne vais pas contrôler. Ensuite, je vous confirme que le problème de la poste devient un énorme problème. Vous avez vu que la mairie d'Aix est intervenue. Nous, on a eu la réponse du directeur national suite à une lettre que le CCAS avait fait. Il ne passe pas un jour sans connaître un problème. Voilà. Donc à un moment donné, il faudrait que cette institution s'occupe de
de leurs clients. Hein, voilà, plutôt que de proposer des services de repas que d'autres font déjà très bien. Voilà. Ensuite, pour votre information, j'ai découvert le chiffre d'hier soir. Nous avons 46 personnes sur Rhône qui sont au RSA. Ensuite, sur le PLUI, on n'a pas abordé ce soir. On a un recours chez Rhône. Ensuite, pour le PRIF, on a enfin la date. Ça non plus, on n'a pas abordé. C'est rare. Donc, on a la première réunion qu'on attend depuis le 23 mai 2024. On nous a proposé de nous rencontrer le 11 mars. Donc, Daniel, Luc, Catherine qui gère le PCS, Déborah et moi-même auront la primeur de recevoir les premières conclusions de la DDTE. Et bien entendu, après, nous communiquerons. Et je vous rappelle, là aussi, qu'il y a une participation des gens de Rhône, puisqu'il va y avoir une réunion d'information et une réunion où des personnes de Rhône pourront s'exprimer. D'accord? Ça, c'est pas Rhône qui conduit la chose, hein, c'est l'État. Hein, qu'on soit bien clair. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vous préviens parce que ça va arriver sur le dossier. L'État est en train de déterminer le nombre de classes pour les enfants. Hier, dans le Vaucluse, j'ai vu, je ne sais pas si c'est le Vaucluse, dans un département ou quelque part, il y avait initialement 36 fermetures de classes et après une petite négociation, il n'y aura que 32. Mais la volonté de l'État, en fonction du budget qu'ils ont, en fonction du nombre d'enfants qui est vraiment en baisse, nous, il y a 98% de chances qu'on ait une classe de moins à la maternelle. Et éventuellement, non mais, moi je parle de ce que je sais, si tu as l'information éventuellement en primaire. Ceci est dû par les décisions de l'État, qu'on ne soit pas dupes. Dans les quartiers prioritaires, ils divisent en nombre le nombre d'élèves, et donc ils ont besoin de plus de professeurs. Et le moment où il y a un budget financier, ils vont compenser le double de professeurs à Frévalon-Marseille, j'ai rien contre Frévalon, hein. Je ne sais pas s'ils sont dans le coup. Et dans les communes où il y a quand même aujourd'hui, on est tranquille quand même à la maternelle, hein, le nombre d'enfants par classe, on est tranquille. Il y a 3 ans, on nous avait déjà fermé une classe. J'avais écrit au DAZEN en lui disant qu'il y avait des projets qui arrivaient et que normalement il y aurait eu des élèves plus nombreux. Ça a été perturbé par 3 recours, puisqu'on est tous en décalage. Moi, ma perception des choses, c'est que si la décision est prise par l'inspectrice académique que nous avons reçue 2 fois et qui a l'air très bien, c'est la première fois qu'on a un dialogue comme ça. Elle me demande de fermer une classe, je n'ai pas d'éléments pour lui dire non. Sauf si j'apporte la preuve que l'année prochaine, il y a suffisamment de personnes en crèche qui passent à la maternelle, etc. etc. Moi, personnellement, et en relation avec Marilyn, je pense qu'on pourra réclamer la réouverture, si elle le ferme, hein, c'est pas décidé encore, hein. Comme l'ARP m'a déjà demandé d'intervenir, je pense qu'on verra peut-être une augmentation significative à la rentrée 2027. Parce que le programme COGEDIM sera terminé. Exactement. Et le programme de la CAF sera terminé. Mais avant, il ne faut pas s'attendre à avoir une réouverture de classe. Donc Marie m'apprend aussi que le primaire, peut-être il y aura une réduction. Aujourd'hui, les gamins de Rhône, ils sont dans un confort, je dirais. Hein, voilà. Mais je voulais vous tenir au courant. Ensuite, toujours dans les optimisations et dans les engagements, Michel, principalement, a commencé un travail l'année dernière, en 2024, sur tout ce qui touche l'église, les retables, etc., etc. Donc, on est en relation avec la PRAC. Donc là, on a eu une maîtrise, une société qui nous a fait une étude du bâtiment, du clocher. Et avant d'attaquer les retables, il faut corriger les remontées capillaires, il faut reconsolider le clocher puisque les barres de fer du tremblement de terre ont explosé. Donc là, on a une enveloppe
environ de 500 000 hors taxes, plus 95 000 de maître d'œuvre. Donc ça, c'est prévu sur les 3 ans. Sans compter après, un plan pluriannuel, on sera financé à 80% pour les retables. Un retable, c'est 100 000 €. D'accord? Et la DRAC participe 1 voire 2 retables par an. Comme on en a 12, Michel? 10. Mais ça veut dire que c'est quelque chose qui va se faire sur 5-6 ans. Et qui va se faire après qu'on ait revu le bâtiment. Parce que si on ne fait pas les corrections extérieures du bâtiment, c'est pas la peine de faire des corrections intérieures. Voilà, vous êtes au courant. Ensuite, dans la cour d'école, on a décidé cette année de faire que la cour du bas, hein, et faire la cour principale de l'année prochaine, une fois que la cour du bas sera réutilisable en partie. Les vestiaires, on en a parlé. Et je termine donc par ce que je vous ai dit. L'objectif, c'est d'optimiser tous les investissements que nous avons faits dans tous les domaines. Voilà. Et j'en ai parlé tout le long, donc je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci.